L'espoir est en train de renaître. Il faut rester toujours très prudent tant que les otages n'ont pas été rendus à leur famille. La séquence n'est pas terminée, mais nous serions enfin de cette séquence, de cette crise de quelques heures qui a mis Israël et le monde en suspens. Il y a eu plus de détails sur cette problématique, sur la libération des otages israéliens. Il y a un responsable israélien qui a déclaré que la libération pourrait commencer vers minuit, mais sans certitude, mais elle devrait avoir lieu aujourd'hui. Les Qataris, les Égyptiens et également le Hamas confirment cette information. Juste un petit peu avant, il y a une délégation de généraux égyptiens qui est arrivée au terminal de Rafah justement pour faire pression sur le Hamas. Et les deux principaux points de désaccord étaient sur le transfert de l'aide vers le nord de la bande de Gaza, qui est arrivé, les camions, 200 camions qui seraient arrivés humanitaires, et le critère de libération des terroristes. Le Hamas affirmait qu'on lui avait promis de libérer les terroristes qui avaient beaucoup plus de temps à purger en prison, et ce n'était pas le cas des prisonniers qui ont été libérés hier. Israël dit ce soir qu'ils n'ont pas violé l'accord, donc il y a eu beaucoup de négociations, notamment avec une très grosse pression de la part de l'Égypte. Il y a un point très significatif, c'est que dans le passé, on a pu voir que le Hamas viole très souvent les cessez-le-feu avec des tirs de roquettes. On avait en 2014 un cessez-le-feu qui avait été interrompu et on avait eu la prise d'otage et la mort de 2 soldats israéliens en conséquence. En Israël, on a tendance à ne pas faire sauter l'accord malgré le comportement du Hamas. Israël était préparé à ces jeux d'échecs, entre guillemets, par rapport à cette situation. Merci beaucoup. Et donc, pardon, je vous ai interrompu, David Benaïm. Je vous en prie, finissez. Je croyais que vous aviez fini. Otages ont été prévenus et qu'il y aurait également 7 travailleurs pris en otage, travailleurs étrangers, qui seraient parmi la liste des libérés ce soir. Donc, un optimisme quand même très prudent. Tant que les otages n'ont pas été libérés, ils n'ont pas été libérés. Merci beaucoup, David Benaïm. Vous nous avez rejoint, Pierre Aski. Tant que les otages ne sont pas libérés, ils ne le sont pas. On imagine, c'est tellement impressionnant de voir cette foule immense dans Tel Aviv, l'état d'angoisse et d'attente et qui dure maintenant depuis tellement d'heures. Et je pense que ça fait partie de la stratégie du Hamas aussi de jouer cette stratégie de la tension et de faire monter les espoirs, les douches froides. Il y a une part de guerre psychologique autour de la question des otages. Et le Hamas est en train de montrer que c'est lui qui dicte l'agenda. Et c'est très surprenant, je dois dire, dans cette phase, après cette longue période de bombardement sur la bande de Gaza, de voir à quel point ils peuvent être tatillons sur le respect de telle ou telle clause de l'accord et montrer à Israël qu'ils ne sont pas désespérés, ils ne sont pas aux abois et ils sont capables de dire non et de stopper le processus. C'est un jeu psychologique extrêmement subtil qui est en train de se jouer. Et il faut rappeler la nouvelle qui est tombée il y a quelques instants. Selon l'Égypte, évidemment à dire avec la plus grande prudence, selon l'Égypte, le processus de libération aurait repris. Comme vous le dites, le Hamas, le monde entier suit ce qui est en train de se passer, notamment l'Égypte démultiplie pour tenter de trouver une issue. L'Égypte et le Qatar. Il y a des émissaires du Qatar qui sont en ce moment dans la bande de Gaza et d'autres qui sont à Tel Aviv. C'est-à-dire à quel point le Qatar est en train de jouer un rôle extrêmement important. Enfin, on l'a vu depuis plusieurs jours, mais y compris dans un moment d'urgence comme celui qui est en train de se jouer là, le Qatar joue un rôle très important. Et j'ajoute à ce que disait Pierre à l'instant que le Hamas suit de très près ce qui se passe sur les télévisions israéliennes, regarde absolument ce qui est en train de se passer. Cette foule de 100 000 personnes qui est sur la place des otages devant le musée d'art moderne de Tel Aviv en ce moment, le Hamas joue sur cette faille psychologique parce que pour Netanyahou et pour son gouvernement, c'est effectivement un énorme problème ce soir ce qui est en train de se passer, parce que là on a l'impression que les otages, d'après ce qu'on comprend, sont déjà dans des bus, le Hamas dit à l'instant qu'ils vont les libérer, mais les Israéliens d'ici à minuit, ce n'est pas réglé, on reprend la guerre. Cette foule qui est là et qu'on voit en ce moment à l'image et qui attend la libération des otages ne veut absolument pas d'une reprise des combats parce que ça signerait la fin du processus de libération des otages. On va entendre plus tard dans cette émission Bernard-Henri Lévy, on va entendre Michel Goya, on va entendre en direct, évidemment, ce sont les nouvelles fraîches, le CICR par la voix de son directeur général Robert Mardini, le scénario du piège, c'est ce que vous posiez déjà, ce piège dressé par le Hamas qui fait qu'Israël va devoir hésiter. On rappelle pour l'instant,
Il y a cet ultimatum à minuit heure d'Israël, donc 23 heures de Paris. Et que fera Israël si les otages, à cette heure-là, ne sont pas libérés? Alors, il y a la question, effectivement, de ce que disait Lucas tout à l'heure sur la présence de l'émissaire du Qatar. C'est d'autant plus significatif qu'il n'y a pas de relation diplomatique officielle entre le Qatar et Israël. Et on a appris aujourd'hui qu'il y a un avion qatari qui s'était posé à Tel Aviv, donc avec cet émissaire. Et je pense que il y a quand même beaucoup de bonnes fées autour de cet accord. Le Qatar et l'Égypte, certainement, les Américains d'eux-mêmes. Et cette pression de l'opinion publique israélienne qui veut à tout prix voir revenir les otages. C'est le phénomène qu'on a vu monter ces derniers jours, c'est-à-dire que Netanyahou, au début, a mis du temps à recevoir les familles des otages, à donner la priorité à la campagne militaire sur Gaza, et il a été obligé d'inverser ses priorités parce que les familles des otages ont créé un véritable phénomène politique en Israël qui pèse sur ce climat. Donc aujourd'hui, il y a quand même une pression maximale pour que cet accord soit respecté et aille jusqu'au bout, et peut-être même au-delà, puisque l'Égypte laissait entendre aujourd'hui que la trêve pourrait être prolongée d'un jour ou deux, puisque dans l'accord, il y a une clause qui permet de prolonger d'un jour pour chaque 10 otages libérés. C'est quelque chose d'assez insensé en termes de pression psychologique, mais c'est le type d'accord sur lequel ils se sont entendus. Lucas Manger, vous revenez d'Israël. J'imagine que vous regardez encore plus que nous, avec une tension, une émotion, ces images que nous voyons là, cette foule immense. Il y a beaucoup de familles qui, il y a quelques heures, ont appris que leurs proches étaient peut-être montés déjà dans les ambulances, puis avaient été sortis des ambulances. J'étais sur cette place des otages hier à Tel Aviv et puis avant à Jérusalem. Et c'est vrai qu'il y a là en ce moment dans chaque famille, si vous voulez, le processus est maintenant à peu près connu. C'est-à-dire que l'armée israélienne, les porte-paroles de l'armée israélienne téléphonent aux familles quelques heures seulement auparavant pour leur confirmer qu'un de leurs proches va être libéré. C'est-à-dire que les listes des otages sont établies entre le Hamas, les Qataris qui les transmettent aux Israéliens de manière extrêmement succincte, et ce n'est qu'à la fin qu'ils communiquent exactement. Donc parmi tous ces gens que vous voyez, il y a effectivement des familles d'otages, certains qui savent peut-être que leur proche est déjà dans un bus prêt à être libéré, d'autres qui savent que, au contraire, le nom qu'ils attendaient n'a pas été publié sur une liste, sans compter tous ceux qui savent que les noms ne seront pas tout de suite, comme le disait Pierre à l'instant, sur les listes. C'est-à-dire, par exemple, les soldats qui ont été pris en otage, qui, pour l'instant, ne font pas partie de l'accord, et ceux-là pourraient être libérés, j'allais dire, par microscopique vague, par gouttelettes, au goutte à goutte par le Hamas. C'est-à-dire, si les chiffres varient, on dit 240, mais les Israéliens aujourd'hui disent que c'est plutôt 200 otages qui seraient encore aux mains du Hamas, ça peut durer des jours et des jours, avec une pression très importante sur cette place de familles qui sont dans une angoisse qu'on peut difficilement imaginer, et en même temps dans un espoir que cette trêve va durer le plus longtemps possible. Plus elle dure longtemps, plus il y a des chances que les otages soient libérés, ce qui, si vous voulez, ce qui est en contradiction complète avec le discours militariste que tiennent Netanyahou et Galante en ce moment, qui disent dès que la trêve est terminée, on reprend les combats. Encore aujourd'hui, Netanyahou le disait, sauf que pour ces gens-là, reprise des combats veut dire fin des libérations d'otages. Donc c'est une situation extrêmement tendue, y compris au sein de la société israélienne. Quand on parlait de piège dans lequel peut-être Israël est en partie entré, alors évidemment tout le monde se réjouit de chaque libération, on verra dans quelques instants les images tellement poignantes de ces familles qui peuvent se retrouver. Mais évidemment, pour Israël, c'est beaucoup de questions, et notamment ces propos un peu ambigus de Joe Biden hier, où il laissait entendre que la trêve pourrait se prolonger, ce qui n'est pas l'état d'esprit d'Israël. Israël parle de trêve opérationnelle. Oui, tout à fait. Et le piège est double. Il est d'une part que Israël redoute aujourd'hui que le Hamas subisse peut-être une défaite militaire, mais une victoire politique. Et l'autre volet de ce qui se passe ce soir, c'est l'attente des Palestiniens pour la libération de leurs prisonniers. Parce que pour chaque otage israélien libéré, il y a 3 Palestiniens qui sortent de prison. Et ça a été un des enjeux de cette ultime tractation qui a retardé la libération, c'est qu'il y avait un désaccord sur la liste des Palestiniens qui seraient libérés. Et qui tire le profit politique de ces libérations? C'est le Hamas, qui devient le héros de la Cisjordanie parce qu'il a réussi à faire libérer des prisonniers qui étaient là depuis des années. Donc ça c'est le premier volet du piège
qui est que le Hamas pourrait sortir renforcé politiquement de cette épreuve. Le deuxième, c'est évidemment les désaccords qui peuvent surgir aujourd'hui entre les États-Unis et Israël sur la stratégie à suivre. Et c'est un piège énorme parce que les Américains jouent un rôle absolument majeur. Dès le début, on l'a vu, ils ont été très vite sur place avec des porte-avions, avec ce sous-marin nucléaire qui a été envoyé et qui a permis sans doute d'éviter l'extension du conflit sur les autres fronts et notamment avec l'Iran. Mais de l'autre côté, Joe Biden a une opinion publique lui aussi. Il a des élections dans un an. Il a une jeunesse démocrate qui ne le suit pas sur ce dossier. Et donc il parle de plus en plus fortement de la solution politique. Et cette solution politique, si on veut la lancer, ça signifie sans doute que la guerre ne reprend pas sous cette forme massive qu'on a connue au cours des 6 premières semaines. Un mot, Lucas Manger, sur cette manière très israélienne. Les gens qui connaissent mal la région ne se rendent pas compte à quel point, d'ailleurs c'est vrai, et chez les Israéliens et chez les Palestiniens, on montre tout, n'est-ce pas? Les images des victimes, les images des otages, etc. En Europe de l'Ouest, souvent, il y a des sortes de retenues parfois. Non. Chez eux, c'est la culture générale, d'ailleurs, dans les deux camps, encore une fois. Et c'est ce qu'on est en train de suivre en ce moment. L'émotion des gens, tout passe, n'est-ce pas? Tout passe, mais dans un camp seulement. C'est-à-dire que les Palestiniens, ce soir, ne regardent pas ces images et les Israéliens ne regardent pas les images des Palestiniens libérés. Ce sont deux bulles informationnelles qui se sont de plus en plus cristallisées depuis le 7 octobre et depuis l'opération israélienne dans la bande de Gaza. C'est-à-dire que chaque camp est focalisé. Ces images que vous voyez sont regardées par l'essentiel des Israéliens ce soir sur leur téléphone portable, sur leur télévision, mais ne sont pas regardées à Jérusalem-Est. Ou pour ajouter quelque chose à ce que disait Pierre à l'instant sur la possible victoire politique du Hamas qui terrifie les Israéliens ont hier interdit toute forme de célébration, de libération des prisonniers. Si hier soir à Jérusalem, quelqu'un côté palestinien célébrait la libération d'un prisonnier, il était immédiatement mis en prison avec une accusation de terrorisme. C'est dire à quel point la moindre célébration avec des drapeaux du Hamas, parce qu'il y en a en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est, est prise très au sérieux par les Israéliens qui ont peur de ça. Ces images-là ce soir, celles qu'on voit en ce moment, c'est effectivement ce que vous disiez Darius, c'est cette espèce de communion absolue. Vous savez, en Israël aujourd'hui, il y a des affiches absolument partout, que vous soyez à l'aéroport, dans les projections sur les murs, n'est-ce pas? Tous les otages, les images sur les murs, sur les gratte-ciel de Tel Aviv, avec des photos des otages, leur nom, leur âge, d'où ils viennent. Tout, c'est incarné, c'est-à-dire que ce ne sont pas des otages, ce sont des gens qui ont une histoire, un nom, une famille, un lieu de résidence, qu'ils viennent d'un kibboutz ou d'un village autour de la bande de Gaza, qu'ils soient. Alors la seule réserve à ça, c'est les soldats sur lesquels il y a un secret absolu, mais tous les civils sont connus aujourd'hui de tous les Israéliens. On a vu hier soir à quel point l'absence de libération du plus jeune des otages, qui est un bébé de 7 mois, a été immédiatement inondée sur les réseaux sociaux parce que les Israéliens pensaient que ce bébé, pour des raisons qui sont très complexes et que je ne connais pas exactement, il n'a pas été libéré. Ce terrible paradoxe, on se rappelle Margaret Thatcher qui disait on ne discute pas avec les preneurs d'otages, elle se tenait ferme à cette opinion-là, Dieu sait s'il a été critiqué pour ça. Là, évidemment, c'est l'autre logique. Il a fallu, à tort ou à raison, chacun est libre de penser, mais dialoguer de fait avec le Hamas. Et on entre dans cette logique où il y a cette gigantesque attente collective en musique. Netanyahou s'est trouvé face à un double objectif contradictoire. Le premier qui était l'éradication du Hamas, c'est ce qu'il a annoncé dès le premier jour, donc cette campagne militaire absolument massive, et de l'autre côté, récupérer les otages. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette contradiction qui est invivable à la fois pour les Israéliens, pour les stratèges israéliens aussi, c'est-à-dire de mener un objectif politique contre le mouvement. Et il a évolué parce que Israël, au départ, disait « libérez d'abord les otages et on arrêtera l'opération militaire ». Or là, ils sont entrés dans la trêve. Combien durera-t-elle? Oui, qui a divisé d'ailleurs le gouvernement israélien. Il y a eu 6 heures de réunion pour arriver au feu vert l'autre jour. Et les membres de l'extrême droite qui sont dans la coalition de Netanyahou ont voté contre parce qu'ils étaient opposés à ce compromis. Mais je pense que Benjamin Netanyahou est un homme qui connaît bien son univers politique et qui a bien compris que l'opinion, et on le voit ce soir avec cette foule considérable, l'opinion était absolument déterminé à voir d'abord le sort des otages réglé, à voir récupérer ces enfants, ces femmes qu'on a vues hier. Et les scènes d'émotion d'hier montrent à quel point
c'était impossible de ne pas passer par cette route-là. Il y a eu un moment impressionnant dans la semaine qui a été ce moment où des familles d'otages étaient à la Knesset et se sont opposées à des représentants de l'extrême droite, ceux qui s'opposaient justement à la signature de cet accord, de cet accord de trêve. Et ces familles d'otages qui ont pris à partie vraiment des députés en leur disant arrêtez de parler de tuer des Arabes, il s'agit de sauver la vie de Juifs. Cette incompréhension-là, elle a été montrée absolument partout parce que c'était vraiment le cœur du double problème de Netanyahou en ce moment. C'est-à-dire, effectivement, il y a une partie de la population, une grande partie de la population, qui veut que tout s'arrête pour qu'on libère les otages. Les choses évoluent très vite ce soir. Nous suivons en direct les développements. Donc d'abord, c'était le blocage complet, le bras de fer. Puis l'Égypte a dit le processus de libération a repris, tout ça au conditionnel. Et maintenant, c'est le Qatar qui s'exprime en disant 20 otages au total seraient libérés ce soir, encore une fois au conditionnel, dont 13 Israéliens contre 39 détenus palestiniens. L'Égypte, et puis vous l'avez dit, le Qatar, qui joue toujours le rôle principal. Oui, le Qatar est dans une position stratégique étonnante, parce qu'il abrite à la fois la plus grande base américaine du Golfe, il ne faut pas l'oublier, et les dirigeants du Hamas en exil qui sont basés à Doha. Donc on est dans ce jeu extrêmement subtil que mène le Qatar, qui lui a permis aujourd'hui d'être l'intermédiaire, le passage obligatoire. On a vu il y a une dizaine de jours le patron de la CIA et le chef du Mossad israélien se rendre à Doha, négocier cet accord, avec cette complication supplémentaire, c'est que de Doha, il faut retourner, que les informations aillent à Gaza, auprès des dirigeants de la branche militaire du Hamas, qui a pris un poids dans cette affaire absolument déterminant, et ensuite que l'information de Gaza retourne à Doha, donc par des canaux que nous ignorons, qui sont certainement pas ceux du téléphone, et donc c'est une négociation très compliquée, mais dont le centre névralgique a été le Qatar. Avec même des difficultés apparemment très complexes pour les émissaires du Qatar de joindre à l'intérieur de la bande de Gaza pendant les bombardements des chefs militaires dont ils avaient perdu la trace, dont effectivement les téléphones ne fonctionnaient plus ou ils ne voulaient pas communiquer par téléphone. Il y a eu des complexités inouïes de négociations et donc des passages d'hommes via Rafah qui ont dû aller essayer de retrouver physiquement des chefs militaires pour leur proposer les termes de l'accord. On m'a dit qu'il fallait 24 heures pour une décision entre Doha, Gaza et retour à Doha. L'implication de toute la population, c'est une population de 10 millions d'habitants, là, tout le monde se connaît, c'est peut-être un peu excessif de dire ça, mais c'est vrai que les réseaux très vite, familiaux, etc., sont très grands. Tout le monde connaît ou un otage, ou une famille d'otages, ou des amis d'amis d'otages, ça va extrêmement vite. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un des facteurs, évidemment, clés de toute cette affaire. Dès le début, c'est que le 7 octobre, tout le monde a été concerné. Ce n'était pas un événement lointain dans une guerre abstraite. C'était toutes les familles. Ensuite, il y a eu évidemment la mobilisation, donc le rappel des réservistes. Là encore, toute la population est concernée. Donc on est dans quelque chose d'absolument massif dans lequel... Un demi-million d'hommes et de femmes qui sont sous les drapeaux, soit les réservistes, soit les autres qui étaient déjà. Oui, tout à fait, avec cette complication qu'il y a 3 fronts simultanés, c'est-à-dire qu'il y a la guerre qui est menée à Gaza, mais il y a le front nord avec le Liban et le Hezbollah, et puis la situation en Cisjordanie, où il y a effectivement là aussi des morts tous les jours. Il y en a eu encore un aujourd'hui à Jenin, dans des affrontements entre l'armée et des Palestiniens. Donc ce que ça signifie, ça, entre l'impact des prises d'otages et les réservistes, ça veut dire que toute la population a une implication directe dans ce conflit, et c'est la grande spécificité d'Israël, c'est que ça ne se passe pas loin, ça se passe dans toutes les familles. Le Qatar donne des précisions quant à ces otages qui seraient libérés dans les heures qui viennent si effectivement le processus a repris et est débloqué. Il s'agirait de 8 enfants et de 5 femmes. On voit qu'ici que le Hamas continue sa stratégie de libérer uniquement des femmes et des enfants.
Enfin, c'est une stratégie, mais c'est aussi ce que demandaient les Israéliens, c'est-à-dire la libération en priorité des enfants, des femmes, des mères qui sont avec leurs enfants, des enfants qui ont été séparés éventuellement de leurs parents ou dont les parents sont morts dans les attaques des kibboutz. Donc ça, c'était la priorité absolue, et c'est là-dessus que les Qataris ont beaucoup joué, hein, c'est-à-dire, enfin, joué dans le bon sens du terme, dans le sens de la négociation, qui est tout sauf un jeu, mais ils ont appuyé là-dessus, et c'est aussi effectivement ce que demandent les familles, les proches des otages partout en Israël. C'est vraiment la priorité. Encore une fois, avec cette habitude qu'ont les Israéliens de séparer, même si, comme vous l'avez dit, l'armée est complètement imbriquée dans la vie civile, ce n'est pas la même chose quand on est sous les drapeaux en uniforme, où là, on court un certain nombre de risques, et quasiment chaque Israélien le fait à un moment dans sa vie, soit au cours de son service militaire, soit au cours des périodes de réserve, des civils. C'est-à-dire que là, on va voir dans les jours qui viennent essentiellement des femmes, des enfants et des civils être libérés si le processus de libération des otages continue. Et ensuite viendra le cas des militaires. Rappelez que le cas de Gilad Shalit, Gilad Shalit a été un soldat retenu pendant plus de 5 ans dans la bande de Gaza et qui, à lui tout seul, a été négocié contre 1516, je crois, prisonniers, dont l'actuel chef du Hamas dans la bande de Gaza. Donc les militaires, ce sera à part. Alors, soyons tout de suite en direct à Tel Aviv. On reçoit les images en direct ici et on va entendre en direct Solène Rioux. Bonsoir Solène, merci beaucoup d'être là. Un mot d'abord sur ce que traversent ces gens. On a suivi dans les minutes précédentes d'abord l'annonce que peut-être enfin le processus de libération serait débloqué grâce à l'Égypte. Est-ce que vous avez pu suivre ce moment exactement ? Oui, absolument. Sur ce que traversent ces gens, énormément d'inquiétudes, évidemment. Vous savez, ce soir, normalement, 50 000 personnes devaient se réunir sur cette place des otages et des disparus. 50 000 personnes pour le symbole des 50 jours d'enfer pour ces plus de 200 otages qui sont actuellement détenus dans la bande de Gaza. Ce sont finalement, selon les organisateurs de cet événement, plus de 100 000 personnes qui se sont réunies sur cette place. C'était normalement une manifestation sous le signe de l'espoir, de la joie, parce qu'ici, la population s'attendait à une deuxième soirée de libération, entre 13 ou 14 otages libérés, et puis finalement c'est vite passé sous le signe de l'inquiétude, de l'angoisse après cette déclaration du Hamas au milieu d'après-midi qui a affirmé qu'Israël avait violé à plusieurs reprises l'accord. Grande inquiétude du côté de toutes les personnes avec qui on a pu parler, et évidemment des personnes qui ont les yeux rivés sur leur téléphone et qui suivent minute par minute l'avancée de cet accord, et peut-être qu'on reviendra en effet sur le fond de l'accord, mais voilà pour ce que pense la population ici. Solène, qu'est-ce qui filtre pour l'instant de la suite ? Dans quelques instants, on va entendre en direct M. Hagari, le porte-parole de l'armée israélienne, mais sur le déroulé possible de ce qui va se passer ce soir. Oui, on attend bien évidemment cette prise de parole du porte-parole Daniel Hagari d'ici quelques minutes. Ce qu'on sait, alors déjà, il faut être extrêmement prudent parce que tant que les otages n'auront pas mis le pied sur le sol israélien, tant qu'ils n'auront pas passé le poste aux frontières de Kerem Shalom entre l'Égypte et Israël, on ne pourra absolument pas être soulagé. Et ça, c'est ce que nous disent les familles. Tant qu'on ne les aura pas vus, tant qu'on ne les aura pas serrés dans nos bras, on n'y croit pas. En revanche, qu'on sait de sources officielles, notamment du côté égyptien, qatari, c'est que en effet, les principaux points de friction ont été réglé et que l'échange, la libération d'otages va pouvoir reprendre. Un responsable israélien dit que cela pourrait se faire d'ici minuit, mais il n'y a pas encore de confirmation officielle. Le Hamas confirme aussi que cet échange va désormais pouvoir reprendre. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari parle de 13 Israéliens qui seraient libérés, parmi lesquels 8 jeunes entre 7 et 18 ans, 5 femmes, et puis également 11 travailleurs étrangers. Alors, ce qu'il faut savoir également concernant cette libération, c'est que normalement c'est le même trajet qui devrait être utilisé par rapport à comme hier, sauf qu'il ne devrait pas passer par cette base militaire d'Atzerim, mais devrait être récupéré, transféré le plus vite possible du côté des hôpitaux pour retrouver là encore le plus vite possible leur famille. Mais comme je vous le dis, restons très prudents pour l'instant, tant que ces otages n'ont pas mis le pied sur le sol israélien. Merci beaucoup Solène. Il y a quelque chose dans ce décompte évidemment de particulièrement dramatique. Si on fait, voilà, il y a 24 otages libérés hier. Aujourd'hui, peut-être 20, ça peut durer comme ça, avec des retards, avec des délais. C'est ce qui rend cette situation totalement inédite, c'est le nombre d'otages détenus par le Hamas. Et encore, aujourd'hui, nous ne parlons que des civils. Il y a effectivement toute la partie des militaires, dont certains hauts gradés, qui viendra ensuite et qui sera beaucoup plus complexe. Et c'est ce qui interpelle sur que se passera-t-il à l'expiration de ces 4 jours de trêve ? Est-ce que
Israël peut refermer la porte et dire on reprend la guerre. Ce sera très mal vécu. On imagine pour les gens qui sont sur cette place, si dans 4 jours on leur dit, voilà, désolé, les 4 jours sont passés, on reprend la guerre. Exactement. Évidemment, ce sera mal. Le côté émotionnel de cette situation est aujourd'hui un des facteurs à prendre en compte dans toutes les décisions de négociation ou de guerre. Et c'est sans doute ce qui rend la tâche des Israéliens aujourd'hui totalement invivable, parce qu'ils sont pris entre ces deux pôles contradictoires de poursuivre l'action militaire qu'ils ont engagée et de l'autre côté de répondre à cette attente absolument massive de la population. On a là vraiment le nœud du problème, n'est-ce pas? Le Hamas, en quelque sorte, est maître du temps. Jusque dans une certaine limite, il peut attendre parfois des heures, voire des jours, et ce sera très difficile d'entrer tout de suite dans une offensive de nouveau. Mais c'est ce qui freinait d'une certaine manière beaucoup de responsables militaires et du renseignement, même si les Netanyahou a consulté beaucoup. Il y a des espèces de collèges de patrons du renseignement et même d'anciens patrons du renseignement qui sont régulièrement consultés, qui ont pesé pendant plusieurs heures le pour et le contre, probablement parce qu'ils savent extrêmement bien qu'il va être très difficile de reprendre une offensive, en tout cas telle qu'elle a été menée, c'est-à-dire avec des très intenses bombardements, des opérations à terre, enfin la combinaison des deux, des bombardements intensifs et d'opérations à terre, et qui a pesé énormément, et ce qui a fait que les députés d'extrême droite, qui sont eux pour une opération massive, longue, une éradication de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à quelqu'un qui, d'approchant du Hamas dans la bande de Gaza, les a conduits à voter contre, et donc à prendre cette décision qui allait à l'encontre complètement de l'opinion publique israélienne, parce qu'ils savent parfaitement qu'au terme des 4 jours, le Hamas va continuer à être le maître des horloges et à dire, si vous voulez 10 otages de plus, on tient 24 heures de plus, et puis tant de litres de carburant, et tant de prisonniers qui sont dans les geôles israéliennes qui seront libérés. Ça peut durer des semaines comme ça, des semaines pendant lesquelles, et c'est la crainte des responsables militaires israéliens, pendant lesquels les combattants du Hamas, eux, se réorganisent, se regroupent tout simplement, se retrouvent. Beaucoup d'entre eux ont perdu le fil parce que les bombardements étaient tellement intenses qu'ils se sont cachés, ils se sont terrés. Il y a un aspect qui était très important dans la négociation et que le Hamas a demandé et obtenu via le Qatar et l'Égypte, c'est l'interdiction de survol par des drones, parce que l'armée israélienne surveille et monitore d'une certaine manière les déplacements d'un certain nombre de combattants du Hamas avec des drones au-dessus de la bande de Gaza. Au début, l'armée a dit c'est hors de question, nos drones continueront à survoler la bande de Gaza, y compris pendant la trêve. Le Hamas a dit hors de question qu'on libère quiconque tant qu'on n'est pas libre de nos mouvements, et ils l'ont obtenu. Il n'y a pas, aujourd'hui, en tout cas, d'après ce qu'on sait, il n'y a eu ni survol d'avions, ni survol de drones, en tout cas visible depuis la bande de Gaza, par l'armée israélienne. En entendant Lucas Manger, ce qui est frappant, c'est que l'opinion israélienne, d'abord, évidemment, elle est très unanime après le 7 octobre, dans l'émotion, dans la solidarité nationale, mais politiquement, il y a de grandes différences. Il commence à y avoir de grands débats, notamment sur la suite. Oui, et ce qui est très étonnant d'ailleurs en temps de guerre, c'est que les manifestations pour le départ de Netanyahou ont continué ces derniers jours. Devant la résidence du Premier ministre, il y avait des manifestants qui demandaient son départ immédiat. Donc on voit bien que même s'il y a une unanimité aujourd'hui... c'est une union, mais pas sacrée. Voilà, pas une union exactement. Ouais. D'abord parce que une bonne partie de la population, et d'après les sondages, quasiment unanime, on est à 80%, considère que Benjamin Netanyahou et son gouvernement ont failli dans ce qui s'est passé le 7 octobre, et d'autre part parce que on est à l'issue d'une année extrêmement polarisée dans la vie politique israélienne, et que cette polarisation n'a pas disparu, même si aujourd'hui tout le monde est malgré tout unis dans ce combat. Donc il y a quelque chose d'assez qui va se jouer dans les prochaines semaines de manière très forte, avec aussi cette dimension, c'est que Netanyahou n'a obtenu un feu vert de son gouvernement que pour 10 jours. Il a le droit de prolonger la trêve jusqu'à 10 jours. Il n'a pas eu le feu vert de son gouvernement pour aller au-delà. Donc on a quelques jours pendant lesquels il peut prolonger, et je pense qu'il le fera. Quand on entend Joe Biden hier, et quand on vous entend maintenant parler d'une trêve qui peut se prolonger, est-ce que petit à petit Israël se rapproche de la position française, celle qu'Emmanuel Macron a posée dans l'interview de la BBC en disant trêve humanitaire qui peut devenir une forme de cessez-le-feu? On n'en est pas loin. Quand une trêve se prolonge un certain nombre de jours... Bien sûr.
Bien sûr, il y a un moment où il est très difficile de reprendre le fil d'une guerre. Et d'ailleurs, il y a une certaine nervosité en Israël par rapport à ça. On a vu aujourd'hui les premiers ministres, les ministres d'Espagne et du Portugal, je crois, qui ont fait des déclarations dans ce sens-là en Égypte. Et le ministre des Affaires étrangères israélien a convoqué aussitôt les ambassadeurs de ces deux pays pour leur présenter un blâme et un désaccord absolu. Donc on voit bien qu'Israël résiste énormément à ne pas se laisser entraîner sur cette voie, mais qu'il y a une logique, j'allais dire une logique de paix, c'est un peu excessif, mais une logique de cessez-le-feu en tout cas, qui peut s'imposer par définition, et la foule de ce soir en est un des éléments clés. Je vous ai croisé dans la rue il y a quelques jours par hasard. Vous rameniez vos articles d'il y a 30 ans 30 et 40 ans, oui. Il y a quelque chose, n'est-ce pas, ici, qui se répète évidemment dans la tragédie. Et en même temps, certains Palestiniens disent jamais la communauté internationale n'a autant parlé de notre cause. Rarement. Et c'est paradoxalement et cruellement, il faut bien le dire, le fruit de l'action du Hamas. Et c'est pour ça que les Palestiniens aujourd'hui en Cisjordanie se rallient au Hamas. Là, il y avait un sondage dans la presse israélienne il y a 48 heures qui donnait une large majorité d'approbation pour le Hamas. Un précédent sondage disait 68%. Ça peut nous sembler totalement aberrant, mais les Palestiniens sont gré au Hamas d'avoir remis la question palestinienne au centre. Et c'est le fruit de 20 ans de pourrissement où tout le monde a fermé les yeux sur ce qui se passait là-bas, et ça explose aujourd'hui d'une manière extrêmement cruelle, il faut bien le dire, et avec une gestion politique qui est compliquée par tous les paramètres militaires, émotionnels, politiques de ce qui se passe aujourd'hui. La soirée continue, on suit ces événements minute par minute. Dans un instant, Bernard-Henri Lévy va nous rejoindre, puis le colonel Michel Goya, puis on entendra en direct le CICR. Il faut rappeler que c'est le CICR qui joue le rôle clé. Robert Barnidi, son directeur général, sera avec nous en direct. Un mot encore, Lucas Mangez-vous, qui revenait d'Israël, l'impression personnelle que vous avez ressentie, vous connaissez très bien le pays déjà. L'impression d'une tension évidemment extrême, d'une émotion qu'on voit là en ce moment à l'image, mais aussi d'une ligne de fracture très profonde au sein de la société israélienne, entre effectivement les tenants aujourd'hui presque d'un accord de paix, de dire l'acceptation qui est compliquée, de dire que le Hamas peut devenir un interlocuteur politique pour les raisons que Pierre Aski vient d'expliquer, qui terrifie et fait peur à beaucoup d'Israéliens, mais dont beaucoup disent aujourd'hui, en fait, on n'a plus tellement le choix, l'autorité palestinienne n'est plus un interlocuteur. Le Hamas montre des qualités de stratège terrifiantes qui font qu'il sera obligé de devenir un interlocuteur. Et puis, j'ajoute que dans la société palestinienne, où beaucoup de Palestiniens que j'ai vus à Jérusalem ont été effarés par ce qui s'est passé le 7 octobre, et condamnent totalement ce qui s'est passé le 7 octobre dans les kibboutz et autour de la bande de Gaza, mais disent « Ok, mais aujourd'hui, le Hamas nous représente ». Et c'est ça la grande nouveauté qui est en train de se produire. Et on va parler de ça, mais d'abord, vous nous avez rejoint, Bernard-Henri Lévy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Un premier sentiment, un premier regard sur ces images, elles sont extrêmement impressionnantes. Il faut imaginer les allées et les retours d'angoisse que subissent ces gens depuis plusieurs heures maintenant. C'est pas des allers-retours, c'est de la torture. Ces gens, ces 50 000 personnes rassemblées, subissent une torture psychologique et morale qui, moi, me bouleverse et qui, j'espère, bouleverse tout le monde. Le talent qu'a le Hamas à doser l'espérance et la souffrance, la ratification de l'accord et son retrait, il y a quelque chose d'une perversité assez radicale et assez inouïe dans l'histoire des prises d'otages. Imaginez un Mohamed Merah ou un autre preneur d'otages qui aurait joué ainsi sur le clavier de nos émotions et des émotions des familles. C'est atroce ce à quoi on assiste ce soir. Y a-t-il ici le risque que l'on tombe dans un piège ? Évidemment pour de bonnes raisons, et évidemment tout le monde se réjouit de celles et ceux qui rentrent, mais un piège qui est tendu par le Hamas à Israël. Depuis le premier jour, le piège a été tendu. Et le premier piège, c'est celui qui a
pris dans le piège les habitants des kibboutz, de Be'eri, de Kfar Aza, et qui les a précipités dans l'enfer. Le piège, c'est le pogrom. Et c'est ce crime abominable qui continue d'une certaine manière aujourd'hui, avec cette espèce de torture morale qui est infligée aux familles, qui est infligée aux otages israéliens qui apparemment sont au bord du point de contact de Rafah et qui ne savent pas encore s'ils remonteront dans les bus ou s'ils repartiront dans le convoi vers leur lieu de détention. Bien sûr que le piège est là. Oui. Il faut rappeler l'enchaînement des dernières heures. On apprend d'abord, ça a été annoncé sur LCI par Rafovis, porte-parole de l'armée israélienne, que l'accord était bloqué. Il y a eu ensuite cet ultimatum d'Israël disant si l'accord n'est pas débloqué, les opérations pourraient reprendre dès minuit. Ensuite, l'Égypte dit la médiation a repris. Et maintenant, on apprend que les familles israéliennes des otages ont été informées des prochaines libérations. Elles sont invitées à se rendre dans les hôpitaux pour les rencontrer. Tout ça, évidemment, sous conditionnel parce que, comme vous le dites, à tout moment, le Hamas peut arrêter. Premièrement, le Hamas n'a pas de parole. On le sait. Comme toutes les organisations terroristes, il n'a pas de parole. Et deuxièmement, il prouve une fois de plus, là, qu'ils sont d'une perversité sans limite. Ils feront ce qu'ils pourront jusqu'au bout pour torturer les otages, leurs familles, les opinions et nous tous. Voilà. Donc, bien sûr qu'on aura... Et je pense qu'il faut d'ailleurs être très prudent. Jusqu'à 23h, heure française, on risque de voir encore ces allers-retours et ces dépêches qui vont tomber, ces breaking news, bien sûr. Bernard-Henri Lévy, la nature islamiste du Hamas, vous avez écrit des livres importants là-dessus, sur ce que vous avez appelé parfois le mélange de fascisme et d'islamisme. Il y a eu beaucoup de culpabilité dans l'histoire israélienne et palestinienne, mais là on a affaire à un ennemi particulier pour Israël, qui est l'ennemi islamiste. Oui, bien sûr, c'est pour Israël et pour le reste du monde, comme Daesh hier, et comme Al-Qaïda avant-hier, et comme les islamistes algériens avant-hier, et comme les islamistes iraniens qui ont lancé le mouvement en 1979. Il y a aujourd'hui, on fait face à une bataille politique d'une immense violence, en effet, entre la démocratie et le fascisme d'aujourd'hui. Pas entre l'Occident et le reste du monde, mais y compris dans le reste du monde, y compris dans le monde arabo-musulman, une lutte à mort entre ceux qui veulent vivre dans une société de liberté, qui veulent que les femmes soient respectées, qui veulent la liberté de penser, et puis les autres, à l'intérieur du monde arabo-musulman. Vous avez cette ligne de fracture qui est vraiment la ligne de fracture de notre temps. C'est une guerre terrible, impitoyable. De ce point de vue-là, ce que nous sommes en train de vivre, est-ce que ça vous inquiète? C'est-à-dire que nous sommes face à un mouvement, le Hamas, qui réussit, vous le disiez, à dresser un piège, à dicter son tempo, à parler. En fait, on parle au Hamas, pas directement, mais via le Qatar, via l'Égypte, on entre un peu dans son jeu. Mais bien sûr, vous savez, malheureusement, l'histoire n'est pas un conte de fées. Et ce serait mentir que de nier que les démocraties, les démocrates dans le monde arabo-musulman sont aujourd'hui sur la défensive. Moi, j'aimerais pas être aujourd'hui un journaliste turc. J'aimerais pas être aujourd'hui une femme iranienne. Je n'aimerais pas être aujourd'hui un esprit libre en Tunisie. Tout cela sont menacés par cette espèce de transformation du Hamas en héros de je ne sais quelle résistance, alors que ça, c'est juste des nazis. Est-ce que ça, c'est un cap? Rappelons-nous, le groupe État islamique, personne n'imaginait parler au groupe État islamique, même indirectement. Ça s'est fait parfois dans des cas très particuliers de prise d'otages, mais très... Or, ici, on voit qu'en réalité, on est entré dans une logique où le Hamas est un interlocuteur. Rira bien qui rira le dernier. On verra. Mais c'est vrai qu'un cap a été franchi. Quelques voix se sont élevées à l'époque de Daesh pour dire qu'on devrait signer un armistice avec Daesh. Ils ont été dit, ceux-là se sont disqualifiés. Quelques-uns ont dit à 20 ans qu'il fallait négocier avec Al-Qaïda. Et encore une fois, ceux qui connaissaient Al-Qaïda de près savaient bien que c'était une position absurde et moralement intenable.
c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment pour l'instant que le Hamas est dans cette position-là. Oui, bien sûr, c'est vrai. On verra. On verra la fin de l'histoire. Dans la mémoire du peuple juif, comment est-ce que vous marquez ce moment précis, cette foule immense qui attend le retour d'otages? Ils sont là depuis plus de 50 jours. Dans le présent du peuple juif, c'est un moment atroce, encore une fois. Et franchement, cette attente, cette anxiété, ce supplice chinois, ce goutte à goutte et cette interruption même du goutte à goutte, tout cela est horrible. Donc ça, c'est la première chose. Après, dans l'histoire du peuple juif ou du peuple ou de la nation israélienne, c'est un moment de communion, c'est un beau moment. Ceux d'ailleurs qui spéculaient sur une division définitive de la société israélienne, ceux qui pensaient que le consensus démocratique était brisé à cause des justes manifestations qui avaient lieu tous les samedis jusqu'au 7 octobre contre la réforme judiciaire. Ils en sont pour leurs frais. Là, dans cette foule, vous avez la droite et la gauche, vous avez les Sabra et ceux qui ont fait leur alliance, leur alia récemment, vous avez les partisans et les adversaires de Netanyahou. Tous oublient leurs différends et ils communient là, sur cette place, rebaptisée place des otages, dans l'espoir de voir revenir les bébés, de voir revenir les enfants et de voir revenir jusqu'au dernier chacun des otages. C'est ça la question d'aujourd'hui. On a entendu Joe Biden hier qui avait des accents assez inédits. Alors, il a rappelé les deux États, il a tenu à adresser un message aux Palestiniens en parlant des victimes palestiniennes civiles innocentes. Mais il a aussi laissé entendre que ça pourrait durer, donc que la trêve pourrait durer, ce qui n'est pas la position d'Israël. Est-ce que la possibilité existe que les États-Unis fassent pression sur Israël? Écoutez, pour l'instant, Joe Biden se conduit admirablement. C'est comme disent parfois les Juifs, c'est un mensch. Voilà. Il se conduit magnifiquement, avec une rigueur morale, dont je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'elle soit électoralement, le jour venu, utile et payante pour lui, mais une rigueur morale extrême. Après, voilà, il fait son métier de grande puissance, de chef d'une grande puissance. Il fera pression pour ceci ou pour cela. C'est vrai, bien sûr. Vous avez souvent dit, moi je suis pro-américain. Hein, vous assumez-vous d'être pro-américain? Il n'y a pas tellement de Français qui l'assument de cette façon-là. Parce que, en effet, je suis pro-démocratie et pro tout ce que l'Amérique incarne. Et accessoirement, l'anti-américanisme, cette haine de l'Amérique comme telle, dont on croit aujourd'hui que c'est une idée de gauche, une idée progressiste, est en vérité, pour quelqu'un qui a un peu d'oreille et qui connaît l'histoire idéologique de l'Europe, c'est une idée qui naît et qui emporte les échos jusqu'aujourd'hui à l'extrême droite. C'est dans les années 30, c'est les philosophes bientôt nazis comme Martin Heidegger et les écrivains fascistes ou qui seront bientôt pétainistes comme Drieu-La Rochelle et d'autres qui ont la haine de l'Amérique chevillée au corps comme une espèce de rage. Donc moi j'ai un réflexe, dès que j'entends ça, cette espèce d'anti-américanisme pavlovien, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire la haine de la démocratie, ça veut dire la haine d'une nation supposée artificielle, composée par des pionniers, et cela veut dire le racisme, nation avec des très fortes minorités, notamment noires, et l'antisémitisme, nation supposée aux ordres d'un lobby sioniste. Le temps peut-il venir où les États-Unis, non pas lâcheront Israël, ça certainement pas, mais se distanceront d'Israël? Beaucoup de voix, il y a très longtemps, même déjà Golda Meir s'inquiétait de ce moment-là où petit à petit les États-Unis pourraient se retirer un peu. Ce qui peut venir, et ce que j'ai senti il y a 20 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelait American Vertigo. Et ce que je sentais, c'est que le moment pourrait venir où une part grandissante de l'opinion américaine ne comprendra plus très bien ce qu'Israël veut dire. On le voit maintenant chez un certain nombre de jeunes Américains. Voilà. Donc je ne sais pas s'ils sont antisémites, mais je crois en revanche que pour eux, l'existence d'Israël n'a plus cette nécessité politique, démocratie, morale, nation de survivants et
est peut-être symbolique qu'elle avait pour les générations précédentes. Il y a ce risque aux États-Unis d'un grand retour, oui, d'un lent mais grand retournement philosophique dans l'opinion, c'est vrai. Beaucoup de précisions nous arrivent minute par minute. L'ampleur de la manifestation, vous disiez 50 000, il l'était au départ 100 000. 100 000 personnes maintenant, ça donne une idée de l'intensité de ce que vivent ces personnes qui sont rassemblées ici à Tel Aviv. Joe Biden, vous en parliez, il s'est entretenu avec l'émir du Qatar. Il téléphone à tous les acteurs de la crise, y compris évidemment les Égyptiens. Il joue ici et on voit à quel point les États-Unis dont on parle sont au centre, un rôle clé. En tout cas, pour un vieux monsieur dont tout le monde mettait en question les qualités intellectuelles, honnêtement, il est assez infatigable. Voilà. Et il joue un rôle clé, bien sûr, et je m'en réjouis. Ce que veut dire aussi les 100 000, là, les 50 000 devenus 100 000, c'est encore autre chose. Ça, c'est une qualité d'Israël, c'est cet amour de la vie. Vous savez, dans toutes les démocraties, il y a une grande question. Est-ce qu'on négocie avec les preneurs d'otages ou pas? Vous savez, il y a des pays, la Grande-Bretagne, où on refuse de négocier, quoi qu'il en coûte. Position de Thatcher. Position de Thatcher, position de principe. Voilà. Pays comme la France, position de principe, on ne négocie pas. En réalité, on négocie sans le dire. Par derrière. Par derrière. Israël, dans l'ADN du pays, dans sa culture, dans son récit national, chaque vie est sacré. Voilà. Et c'est vrai que les Israéliens, c'est ça que dit la manifestation de ce soir, sont prêts à tout, y compris en effet à négocier avec des maîtres chanteurs néo-nazis pour ramener quelques dizaines de personnes, les 13 de ce soir. Que répondre à ceux, vous les citez, c'était la position de Margaret Thatcher qui disait on ne parle pas avec les preneurs d'otages, c'est faire une sorte de précédent qui fait qu'après, ça ne s'arrêtera jamais. Un certain nombre de députés, notamment d'extrême droite israéliens, qui ont la même position, encore aujourd'hui, en disant c'est une erreur de traiter avec le Hamas. C'est un dilemme absolument tragique, comme dans les... Je ne sais pas, comme dans les tragédies antiques, c'est un dilemme absolu. Mais je crois personnellement que pour sauver un bébé, pour rassembler et pour réunir une famille, en effet, à peu près tout est possible, bien sûr. Comment vivez-vous les indignations tellement sélectives? On voit à quel point dans la société française y compris, des gens sont émus par ces images et les autres disent tout de suite « Ah oui, il y a ça, mais... » il y a ce qui se passe à Gaza. Et on a l'impression souvent que c'est difficile de penser les deux à la fois. Ben, il faut pourtant penser les deux à la fois. Il faut penser en effet ce qui se passe à Gaza. Et il faut penser aussi le féminicide de masse qui a eu lieu le 7 octobre. Les femmes violées, éventrées, souillées, transportées comme des paquets à l'arrière de pick-up avant d'être à nouveau violentées. Il y a eu là, le 7 octobre, sur l'échelle du crime moderne, là aussi un cap qui a été franchi. Ben, il faut penser ça aussi. Il faut penser les deux à la fois. La haine, le déchaînement de haine qui continue jusque dans la gestion de ces otages. Il faut rappeler que beaucoup de ces enfants qui sont rentrés hier, les soldats israéliens avaient pour mission de ne pas leur dire ce qui s'était passé parce qu'ils ont, pour certains d'entre eux, perdu leurs parents. Bien sûr, mais ça c'est un déchaînement de tragique. Et le déchaînement de haine, il est dans nos rues. Quand on ou dans les rues de New York, mais de Paris aussi, quand on voit des ignorants qui ne prennent même pas la peine de se renseigner, qui sont aveuglés par une rage et une haine terrible, qui arrachent les affiches, qui arrachent les visages des enfants des rues de Paris. Franchement, c'est une chose que nous n'avions jamais vue et que je n'aurais pas imaginé. En général, quand il y a une affiche qui ne vous plaît pas, dans une rue de Paris, on pose une autre affiche. Vous en mettez une autre par-dessus. Hein, c'est ce qu'on voit. C'est vieux comme l'affichage politique. C'est vieux comme l'affichage politique. Je serais indigné d'ailleurs si on le faisait, si on recouvrait le visage des deux petits enfants HR qui ont été libérés hier par d'autres. Mais là, c'est même pas ça. C'est un arrachage pur et simple. C'est une espèce d'agression au visage de ces enfants ou de ces adultes suppliciés dont je ne connais pas d'autres cas. De ce point de vue-là, est-ce que pour l'Israël et pour le monde juif, les choses empirent? On voit à quel point le discours selon lequel le monde juif est le monde des colons, le monde des blancs aussi. On voit à quel point la dimension de la couleur de peau est en train de compter dans cette crise, à l'échelon mondial. À
à l'échelon mondial chez les racistes. Là encore, depuis quand est-ce que la couleur de peau doit être le discriminant et le paramètre qui doit guider nos jugements? Et deux, chez des imbéciles. Est-ce que c'est seulement les racistes, les imbéciles, mais tous ceux qui tiennent le discours anticolonial en disant, et répondez à cette objection-là qu'on entend tellement dire que Israël a été au fond la suite d'une histoire occidentale coloniale? Non, Israël a été le début d'une histoire de décolonisation. La naissance d'Israël, c'est quoi? C'est un peuple qui se soulève contre un empire, l'empire dominant de l'époque qui était l'empire britannique, et qui obtient de se libérer, qui obtient une nation décolonisée. Par la force, par l'intelligence, par le charisme de David Ben Gourion, par l'effort des pionniers d'Israël, par l'image aussi d'ailleurs des rescapés de la Shoah sur des bateaux comme Exodus qui étaient baladés d'un port à l'autre. Il y a eu tout ça et il y a eu une décolonisation. C'est tellement là encore ne rien savoir de l'histoire que de dire la couleur de peau c'est idiot. Vous m'avez interrompu, il suffit de passer 24 heures à Tel Aviv pour voir honnêtement que toutes les couleurs de peau, si j'ose dire, y sont représentées, évidemment. Mais l'idée de faire d'Israël un fait colonial, c'est une espèce de narration comme ça qui s'est infiltrée dans les esprits, qui finit peut-être par dominer certains et qui est incompréhensible. C'est tellement le contraire. Et pourtant, ce récit est-il en train de progresser dans la région, dans le monde, y compris dans les opinions ici en France et aux États-Unis? Il progressera si on continue d'avoir des responsables politiques à la France insoumise, si on continue d'avoir des leaders d'opinion qu'ils véhiculent, si on continue de ne pas enseigner l'histoire. L'histoire du Proche-Orient. Voilà, c'est bien sûr qu'il progressera. L'ignorance est le chemin souvent de tous les crimes. Vous avez cité spontanément la France insoumise. Il fut un temps où, quand on parlait du combat du monde juif contre ses ennemis, on citait spontanément la droite nationaliste. Vous le disiez, historiquement, c'est quand même là que ça se passe. Or, aujourd'hui, spontanément, c'est intéressant. La première réponse, c'est plutôt l'extrême gauche. Oui, aujourd'hui, ces dernières semaines, c'est plutôt l'extrême gauche. Les autres, en effet, y compris certainement des femmes et des hommes qui ne se sont pas débarrassés de cette haine-là, se sont obligés à une certaine décence. Est-ce que ce mouvement vous inquiète? L'autre jour, on a vu Geert Wilders, le nationaliste néerlandais, très violemment anti-islam, pas seulement anti-islamiste, mais anti-islam, qui a dans son bureau, il a les couleurs néerlandaises et il a à côté ça le drapeau d'Israël. Et il tient ce discours qu'on entend beaucoup dans la droite nationaliste un peu partout. Au fond, Israël est du côté de l'Occident, conquérant en tout cas de l'Occident face au monde arabo-musulman. Si vraiment on en était réduit à penser ça, je serais inquiet. Parce que moi, je ne suis pas anti-islam. Moi, je suis pour que tous ceux qui en islam croient en la démocratie, je suis pour que les femmes iraniennes qui arrachent leur voile gagnent, et je crois qu'elles peuvent gagner. Mais Bernard-Olivier Bouillon, c'est une des clés de ce qui se passe. On l'observe là dans la classe politique aujourd'hui, dans les mouvements de fond. Évidemment, il y a une partie de la droite nationaliste qui avait des réflexes parfois antisémites, qui aujourd'hui, au contraire, est tellement, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, chacun jugera, obsédée par l'immigration qu'elle a changé de camp en quelque sorte. D'abord, une partie, quid de l'autre partie. Je ne veux pas sonder les cœurs et les reins, mais enfin on verra. Il y a aussi sûrement beaucoup de malentendus là-dedans. Et voilà, tout ça est une bataille, en effet, une bataille idéologique, philosophique et puis existentielle qui se joue. Et il y a sûrement des retournements d'alliance. Mais ce que je dis... C'est comme aux États-Unis au moment de l'élection de Donald Trump. Je disais à mes amis juifs américains, à mes amis américains soucieux du non-juif, je leur disais, bon, toute alliance est bonne à prendre, bien sûr, mais faites attention. Trump est aujourd'hui un des plus forts défenseurs d'Israël. Il est parmi ceux, comme Orban d'ailleurs. Orban, Trump, qui disent transférer l'ambassade à Jérusalem. Que la France et d'autres ne veulent pas, n'est-ce pas? C'est un fait. Oui, mais je crois qu'il y a aussi toute une dimension du trumpisme. Il faudra le rappeler si réellement il est candidat
à la succession de Joe Biden, il y a toute une dimension du trumpisme qui dit le contraire. Il y a des suprémacistes blancs aux États-Unis qui sont toujours des antisémites enragés. Il y a des nostalgiques ou des militants du Ku Klux Klan qui ont été parmi les premiers à l'époque, il y a 7 ans, à applaudir à l'élection de Donald Trump, qui sont des antisémites fous furieux. Donc, tout ça, vous savez, quand les conversions ne sont pas gagées sur un changement profond et sur une intelligence réelle des raisons pour lesquelles on le fait, elles sont en général, malheureusement, elles ne sont que provisoires, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. Est-ce que la France doit bouger dans cette grande recomposition? Alors, une partie de la droite nationaliste qui est devenue plus pro-israélienne que dans le passé, etc. Voit que tout bouge. Et la France a bougé. Interview d'Emmanuel Macron où il rappelle en des termes assez inédits la souffrance des Palestiniens, bien réelle, des milliers de morts palestiniens dans des bombardements, etc. Est-ce que c'est un mouvement qui vous paraît bon? Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait bougé. Vous savez, je vous renvoie à une interview du chef de l'opposition, M. Lapide, dans le Point de cette semaine. Il dit très justement, la position de la France, il faut la voir comme un tout. Macron est allé en Israël. Il a embrassé le Premier ministre. Il a pris parti fondamentalement pour Israël. Il a aussi parlé de cessez-le-feu, trêve humanitaire, puis cessez-le-feu, ce qui, évidemment, est complètement refusé, en tout cas l'était jusqu'à présent, par Netanyahou et par les autres. Et d'une part, et d'autre part, en effet, la France ne parlait pas de cessez-le-feu quand il s'agissait de bouter Daesh hors de Mossoul et de Raqqa. On pensait qu'il fallait aller jusqu'au bout, qu'il fallait libérer les villes arabes ou arabo-musulmanes de Mossoul et de Raqqa. Ça veut dire de l'emprise de Daesh. Qu'on comprenne bien, pour vous, ça reste une erreur d'inciter Israël au cessez-le-feu. C'est une question qui va se poser là. Après tout ce qui est en train de se passer, certains diront, bon, poursuivons la trêve et puis allons même au cessez-le-feu. Moi, je suis pour autant de trêves qu'il sera nécessaire pour libérer jusqu'au dernier les otages. 1. Et après 2. Je pense que Hamas, c'est comme Daesh, c'est comme Al-Qaïda. Il faut en effet réduire leur influence considérablement. Il faut casser leur structure de commandement. Il faut mettre hors d'état de nuire et si possible juger, ce serait mon rêve, traduire devant des tribunaux pénaux internationaux les chefs du Hamas. C'est ça l'objectif. Qu'est-ce que, franchement, Darius Rochebin, est-ce que vous avez entendu un responsable occidental ou un esprit animé par l'idéal démocratique qui, à l'époque de Daesh, disait attendez, cessez le feu, arrêtons les Kurdes, qui à l'époque étaient en première ligne? Non, tout le monde souhaitait que l'Irak et que la Syrie soient libérés de Daesh. Et il y avait des bombardements, il faut le rappeler, y compris sur avec Mossoul, des civils qui mouraient. Je vous l'ai dit, je crois, un jour, j'ai vécu ça de près. J'ai tourné un film sur la libération de Mossoul qui s'appelle La bataille de Mossoul. Donc j'ai vu ça. J'ai vu les bombardements sur Mossoul, qui n'étaient pas n'importe quelle ville, qui était en plus un joyau historique et un trésor de mémoire. Les Alliés, les Occidentaux, c'était pas Israël, là. Alors peut-être que comme c'était pas Israël, en effet, personne n'y prêtait attention et personne n'y trouvait à redire. C'est possible. Mais là, ça s'appelle un deux poids et deux mesures. Quand on voit ce monde arabo-musulman qui change, alors il y a les extrémistes, Hamas, Iran, Djihad, Hezbollah, etc. Mais il y a ces régimes autoritaires qui ne sont pas des démocraties, mais qui s'installent, qui vont, entre guillemets, bien dans la relation avec les Occidentaux. Sisi, on lui parle ce soir, il est une des clés de ce qui est en train de se passer ce soir pour libérer les otages. Le Qatar, Al-Thani, autre clé. Le Qatar, on peut en discuter évidemment. MBS, l'Arabie Saoudite joue un rôle complètement décisif. MBZ, le patron des Émirats Arabes Unis. Ce monde-là, est-ce qu'il est en train de monter ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, parce que même les pays que vous citez sont le théâtre d'affrontements intérieurs, de chocs d'opinion qu'on ne voit pas toujours, parce que c'est des régimes autoritaires, mais qui sont néanmoins très profonds. Ils sont riches, ils sont influents, oui. Ils sont toujours plus indépendants des États-Unis. Mais vous avez aussi des femmes qui rêvent de marcher librement. Vous avez des journalistes qui rêvent de pouvoir bloguer en paix. Donc vous avez les deux. Je ne sais pas cela. Je ne suis pas suffisamment familier des Émirats Arabes Unis, je n'y suis d'ailleurs jamais allé, mais je sais cela. Je sais que un pays comme celui-là est travaillé lui aussi par des forces progressistes. Est-ce que c'est le grand retour de la réelle politique ? Vous entendez ces Français, certains éminents, des Gérard Haraud, le diplomate, Dominique de Villepin, il sera notre invité demain sur ce plateau à 18h,
qui disent ne nous méprenons pas, ces puissances-là ne sont peut-être pas des démocraties, mais il faut traiter avec elles davantage que ce qu'on a pu croire. La question n'est pas de traiter, on traite avec tout le monde. La question c'est, est-ce qu'on veut les renforcer ou est-ce qu'on veut les affaiblir? C'est ça la vraie question politique. Voilà, après, bien sûr qu'on traitera. Est-ce qu'on peut encore les affaiblir, pardon? Vous croyez vraiment que la France peut affaiblir ces pays? Je pense que si le Hamas est brisé, comme l'a été Daesh et comme l'a été Al-Qaïda, il y aura en effet un choc, un effet de souffle dans l'ensemble du monde arabo-musulman qui ira dans le sens des démocrates dont je vous parle, des démocrates du monde arabo-musulman et pas seulement d'Israël ou de l'Occident. Quel est le miracle du peuple juif? Quand on regarde ces images, Bernard-Henri Lévy, Robert Badinter est notre invité il y a quelques jours, et on lui posait la question, mais le miracle de cette survie, c'est un des rares peuples qui a survécu à l'Antiquité, il a survécu à la diaspora. Et ça crée une fascination parfois, évidemment positive, d'admiration, mais aussi d'admiration jusque de rejet. Il y a ceux qui éprouvent une antipathie. Les antisémites, pour cette même raison, éprouvent des antipathies. Est-ce que c'est vraiment le moment de discuter des sources profondes de l'antisémitisme? Je ne sais pas, mais bien sûr que vous avez raison. Il y a une sorte de rivalité mimétique vis-à-vis du peuple juif qui est dans bien des... C'était comme ça pour l'extrême droite. Qu'est-ce que disait Céline? Qu'est-ce que disait Paul Morand? Il ne disait rien d'autre. Céline, dans ses pires... dans les 3 pamphlets antisémites, L'école des cadavres, Bagatelle pour un massacre et Les beaux draps, il disait juste ça. Qu'est-ce que c'est que ce petit peuple de couleur, de peau indéterminée, qui résiste depuis 3000 ans, qui n'arrive pas à se fondre parmi les nations, qui, malgré tous les coups reçus, garde la nuque raide? Céline, ça le rendait fou. Mais la nuque raide, expliquez ça, parce que c'est ce que disait Badinter aussi, n'est-ce pas? Cette forme-là, c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans la Torah. Oui, dans voilà, la nuque raide, ça veut dire quoi, la nuque raide? Oui, c'est chez les prophètes, oui, bien sûr. Ouais. Ben, la nuque raide, ça veut dire se tenir droit, dans ses principes, fidèle à des commandements moraux, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps et quels que soient les lieux, bien sûr. Est-ce que vous vous sentez juif? Oui, bien sûr, je me sens juif. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai un peu étudié la pensée juive, parce qu'elle fait partie de mon bagage philosophique, au même titre que la philosophie que j'ai apprise autrefois dans les grandes écoles que j'ai fréquentées. Parce qu'il y a là, dans la pensée juive et dans la morale juive, un trésor d'humanité, voilà. Et je me sens juif en ce sens-là, entre autres. On entend parfois chez les nationalistes, c'est pour ça que vous taquinez tout à l'heure sur ce thème-là, dire, mais voilà un peuple nationaliste, au fond, souverainiste en tout cas, qui a cultivé son identité à travers les siècles, contre tous les aléas, contre tous ceux qui ont voulu l'empêcher, le dissoudre, etc. C'est pas... Justement, il y a une confusion, c'est pas du souverainisme. D'abord, c'était une diaspora. Ils étaient dispersés dans l'ensemble des nations. Pour un souverainisme, ça se pose là. Et lorsque le peuple juif s'est constitué en nation, en Israël, d'abord reconstitué une partie de ce peuple, regardez Israël, c'est probablement le pays multi-ethnique, le pays multi-identitaire le plus réussi au monde. Parce qu'en effet, vous avez des gens qui viennent d'Europe, qui viennent de Russie, qui viennent des pays arabes, qui viennent d'Amérique latine, qui viennent des États-Unis. S'il y a bien un pays au monde où l'idée multiethnique ou multiculturelle a prospéré et a réussi à faire une nation, il y en a 2 d'ailleurs pays. Il y a les États-Unis d'Amérique et il y a Israël. Raison pour laquelle d'ailleurs l'anti-américanisme et l'antisémitisme ont souvent partie liée. Parce qu'en effet, le substrat des 2 haines, c'est ça. Le moment occidental, il y a ce lieu commun qui fleurit sur tous les plateaux. D'ailleurs, je crois que, je disais Dominique de Villepin, il le soutient, entre autres, à tort ou à raison, il sera demain notre invité. Le moment occidental a pris fin. Est-ce que vous le pensez? Je ne le pense pas, parce que je crois que l'histoire universelle ne s'écrit pas comme ça. Rien n'est fatal, rien n'est joué, rien n'est décidé d'en haut. L'histoire, elle est ce que les femmes et les hommes en font. Et si vraiment le moment occidental, comme vous dites, s'interrompait,
alors ce serait terrible, pas tellement pour l'Occident, parce que l'Occident, qu'est-ce qu'il ferait? Il se claquemurerait, il se retrancherait derrière sa forteresse, les États-Unis redeviendraient définitivement isolationnistes, mais la tragédie, elle serait pour qui? Elle serait pour les Kurdes, elle serait pour les Bangladeshis, elle serait pour ceux qui, en Tunisie, continuent, malgré la dérive autoritaire folle du régime, de croire en la révolution du jasmin. Tout cela, toutes ces femmes et ces hommes, dans le monde arabo-musulman qui veulent la démocratie, qu'est-ce qu'ils disent? Ils regardent en effet vers l'Occident, vers ce moment occidental, vers ces valeurs qui sont des valeurs universelles. Vous avez des mots très durs contre le mot totalitaire, multipolaire, pardon. On dit c'est le monde multipolaire, vous dites c'est le monde des dictatures en réalité. C'est le mot poli pour dire le monde des dictatures. Oui, le monde multipolaire, ça veut dire aujourd'hui ce monde qui croit en la liberté dont je vous parle, et en face, une alliance de circonstances, mais plus profondes qu'elle n'en a l'air, entre l'Iran, la Turquie, les dictatures sunnites, la Chine et la Russie. Et pourtant, quelle force! Xi Jinping, il est au pouvoir. Poutine, il a survécu pour l'instant. Dieu sait, y compris sur ce plateau, on a souvent prédit sa chute, etc. Erdogan, réélu, fortement réélu. L'Iran, elle tient depuis 79. Est-ce que tous ces gens-là ne gagnent pas contre vous? Ils perdent, ils gagnent. En effet, dans une bataille de ce genre, qui, encore une fois, ce serait simple si c'était la guerre des civilisations à la Huntington. Écoutez, je vous interromps, c'est le porte-parole de l'armée israélienne qui parle. On va continuer dans un instant. Bonne semaine. L'effort pour le retour des otages, c'est notre obligation et notre morale. Cet effort se poursuit ce soir et nous avertirons les familles et le public quand les choses se produiront. Il faut avoir de la patience, il y a une avancée, mais nous mettrons au point les choses lorsqu'elles se produiront. Nous menons une négociation par des intermédiaires avec une organisation cruelle. Rien n'est conclu jusqu'à ce que les choses se produisent réellement. Les intermédiaires, l'Égypte et le Qatar, travaillent pour la réalisation de l'accord sans cesse face au Hamas. Chère famille, la terrible pression auquel vous êtes soumis, et ce manque de certitude est vraiment devant nous sans cesse. Notre cœur est avec vous. Il faut avoir de la patience en dépit de toute cette pression. Nous mettrons au courant toutes les personnes intéressées, vous d'abord, ensuite le public par les médias, à chaque étape qui se produira, et ensuite le grand public à travers les médias. Nous vous tiendrons au courant jusqu'à ce que les otages reviennent en Israël. Ne faites confiance que aux déclarations officielles. Question. Est-ce que la libération de demain est aussi en question à la suite de ce qu'on a vu? Avant le retard, on a dit que le Hamas était prêt à libérer plus de 50 otages. Nous sommes prêts à assurer les négociations jour après jour, nuit après nuit. Il faut être patient. Les choses ont été retardées. Les choses se produiront et quand elles se produiront, nous avertirons, nous rapporterons ce qui se passe. Nous continuerons à assurer l'accord. Tout d'abord, il faut avertir les familles et ensuite on avertira les médias. C'est en ce qui concerne demain. En ce qui concerne la deuxième question, c'était quoi déjà ? Les réponses dans lesquelles il y aurait encore des otages libérés au-delà des 50. En ce qui concerne ce qui se produira après l'accord, là, nous mettrons au courant le public après que l'on saura que les choses ont été réalisées. Il faut se concentrer nuit après nuit sur la réalisation du but, aller de l'avant. Il y a une longue route. L'effort pour
pour le retour des otages est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On le fera par les accords et par les étapes successives de la guerre. Est-ce que les personnes libérées vous ont donné des indications essentielles? Il y a beaucoup de questions là, une par une. Il y a un accord ici que nous avons mis en place, que nous réalisons. Je suis le porte-parole de Tsahal et en tant que porte-parole de Tsahal, je peux vous dire que nous réalisons l'accord tel que signé par l'État. Il y a des parties intermédiaires, l'Égypte, le Qatar, qui font leurs efforts pour que cela se produise tel que c'est signé. Il y a une organisation criminelle qui s'appelle le Hamas et qui fait ce qu'elle fait de son côté. Et nous avons résolu les questions et les problèmes pour le bien de l'accord et nous faisons des efforts énormes. En dépit vraiment de cette émotion qu'il y a en ce moment, nous voulons que les choses se poursuivent. Quelle était la deuxième question? Quelle est la ligne rouge si le Hamas n'accomplit pas sa partie de l'accord? Et question additionnelle, est-ce que vous avez eu des informations essentielles grâce aux personnes libérées? Dans le cadre de cet accord, nous sommes parfaitement en ligne sur les lignes de la trêve. Et donc, ne parlons pas maintenant de ligne rouge, nous agissons selon l'accord et nous n'avons pas à informer le Hamas de ce que nous allons faire. Nous agissons selon l'accord. Et il y a des parties tierces qui sont intermédiaires et si l'accord ne fonctionnera pas, nous ferons une évaluation et nous n'avertirons pas le Hamas par l'intermédiaire de médias. Et nous agirons comme nous avons agi jusqu'à présent dans la guerre. La question suivante, est-ce que vous avez eu des informations essentielles des personnes libérées? Toute personne libérée, nous la rencontrons, nous recueillons toutes les informations, on s'occupe de cette personne. Chacun et chacune a ses mémoires, ses souvenirs. Chacun nous dit ce qu'il a appris, ce dont il s'est souvenu, et nous n'allons pas parler de ce que nous avons appris. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les progrès ce soir? Quels sont les désaccords entre Israël et le Hamas sur les prisonniers qui doivent être, les prisonniers palestiniens qui doivent être libérés sur la durée des peines des Palestiniens qui doivent être libérés? Est-ce qu'il y a des informations concernant des tunnels palestiniens qui vont vers l'Égypte? Il y a un accord qui a été défini, nous nous en tenons à l'accord qui a été défini. Dans cet accord défini, il y a un aspect humanitaire. Par exemple, l'aspect humanitaire, c'est de l'aide humanitaire. Nous vérifions les camions qui arrivent ici grâce aux États-Unis, par l'Égypte, avec de l'équipement humanitaire, l'équipement que les Nations Unies et les organisations humanitaires en portent ici. En fait, cet équipement est fourni par les Nations Unies et par les organisations non gouvernementales. Tsahal n'a rien à voir là-dedans. Je ne sais pas exactement quelle est votre question. Nous nous en tenons à ce qu'il a été convenu dans l'accord. Nous réalisons notre partie de l'accord. Tant de camions qui peuvent rentrer, tant de prisonniers palestiniens. Il y a des écarts, effectivement. Bon,
dans l'accord de cette soirée, de cette nuit, nous avons progressé dans le cadre de ce qui a été signé. L'entrée des camions dans le sud de la bande de Gaza ou dans le nord de Gaza, c'est vraiment une décision des Nations Unies et des organisations humanitaires, pas la nôtre. Nous sommes prêts dans les points opérationnels sur nos lignes de la trêve. Toutes nos forces sont en train de se préparer, de se reposer pour les étapes suivantes de la guerre. En ce qui concerne les tunnels dont vous parlez, nous faisons un suivi de renseignements en suivant les dirigeants du Hamas, où qu'ils soient et quels qu'ils soient. Est-ce que Tsahal savait à l'avance que le Hamas retarderait la libération des otages ce soir? En ce qui concerne les renseignements qu'il y a eu, tout ce qui nous a été dit sur les alertes dans le sud, en fait, a été de fausses alertes. En ce qui concerne votre première question qui portait sur est-ce qu'Israël avait des connaissances concernant le retard de libération? Il faut que le public comprenne. Hier, c'était la première nuit de ce processus complexe du retour des otages. Et tout le monde pensait que tout se produira tel que ça s'est produit hier. Il faut avoir de la patience. Chaque journée est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous avons véritablement des services de renseignement avec le Mossad, avec d'autres membres de la communauté de renseignement. Nitzan Alon a été nommé par le chef d'état-major pour être à la tête de ce service de renseignement spécial. Nous travaillons 24 heures sur 24. Nous voyons ce qui se produit pour s'assurer que les otages passent d'étape en étape et ensuite nous avertissons les familles et le public. Nous menons cela comme une opération militaire. Eh bien, je peux vous dire qu'il faut vraiment être patient. Je comprends la pression qui existe sur les familles, sur le public. Et je répète, il faut être patient. Nous donnerons toutes les informations, mais on ne va pas donner des informations sur quelque chose qui ne se produit pas. Il faut faire attention à ce qui est dit dans les télévisions arabes. Tout le monde veut dire son mot. Mais quand les choses se produisent, on vous donnera une annonce officielle. Est-ce que le retard que l'on a vu ce soir interviendra en défaveur de l'accord? Est-ce qu'il y a encore des écarts en ce qui concerne les jours à venir ou est-ce que tout a été réglé? Rien n'est finalisé jusqu'à ce que les choses se produisent, même dans ce qui est dans l'accord. En fonction de ce qu'on a vu hier et de cette émotion énorme, il faut véritablement avoir jour après jour de la patience. On parle de choses qui se produisent au sein de Gaza et ça lie la Croix-Rouge, l'Égypte, le Hamas. C'est un événement très complexe. Ça ne se produit pas, ça ne marche pas comme une horloge. Il faut attendre avec patience. Et ça ne veut rien dire en ce qui concerne demain ou après-demain. Nous ferons tout pour que les choses se produisent comme il faut, au mieux, pour que les gens rentrent au plus vite chez eux. Nous allons faire en sorte que cela se fasse. Mais c'est quelque chose de complexe, avec des acteurs très compliqués et à leur tête, une organisation terroriste cruelle, qui a ses propres buts, de mener une lutte psychologique et d'autres. Il faut donc avoir de la patience jusqu'à ce que les choses se produisent. Et nous vous tiendrons au courant de façon officielle. Merci beaucoup. Bonne semaine.
Voilà, cette déclaration d'Agari, le porte-parole de l'armée israélienne. Vous avez rejoint, colonel Goya, merci beaucoup d'être là. Vous êtes toujours avec nous, Bernard-Henri Lévy. Vous parliez du piège tout à l'heure. Il ressort, je trouve, dans cette déclaration où on sent l'extrême prudence de ce porte-parole de Tsahal, qui sait que la reprise, par exemple, des combats est piégée. Et on ne sait toujours pas, d'ailleurs, ce soir, ce qu'il en sera des otages. Pour l'instant, on le rappelle, les choses semblent avancer et notamment la Maison-Blanche fait état de progrès décisifs, ces otages qui devraient finalement pouvoir être libérés. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le sang-froid de cet homme. Son calme, sa droiture et son sang-froid. Parce qu'en effet, une prise d'otage est toujours un piège, bien sûr. Mais c'est probablement la prise d'otage la plus diabolique et la plus complexe à laquelle on est assisté depuis qu'il y a des prises d'otages. On traite ici avec un mouvement islamiste, terroriste, assassin. C'est cette formule qu'on souligne ici, négociation via des intermédiaires, parce que c'est dur à avouer, mais de fait, on traite avec le Hamas. Oui, ça fait 20 ans qu'Israël traite avec le Hamas. En réalité, on ne découvre pas aujourd'hui que c'est une organisation terroriste. Il faut se rappeler quand même, dans les années 90, les centaines d'Israéliens qui ont été tués par les attentats suicides. Entre deux, il y a 1200 morts. Oui, qui change évidemment la donne. Bien sûr. Mais de toute façon, oui, de toute façon, il faut pas 36 solutions. Hein. Il faut traiter, pas directement, mais toujours traiter par les intermédiaires, bien sûr. Est-ce que ça a été une erreur historique d'Israël d'avoir contribué à soutenir le Hamas, disons les choses, pour abaisser l'autorité palestinienne? Bien sûr. Bien sûr, ça c'est une erreur fondamentale, même jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire en 2007, lorsque le Hamas prend le pouvoir dans la bande de Gaza, il y avait encore la possibilité, il y a les généraux israéliens qui proposaient d'intervenir et d'aider l'autorité palestinienne à combattre le Hamas, et ça a été refusé. Et au bout du compte, ça a permis au Hamas de s'installer, de former une sorte de proto-État et donc d'avoir accès à des ressources nouvelles qui ont permis d'accéder. Mais à l'époque, on croyait pouvoir contenir cette menace à distance. Et puis en fait, on s'aperçoit que non, cette menace, elle a cru en permanence et ça a abouti à une catastrophe. Erreur d'Israël, vous partagez ce bilan là-dessus en tout cas? Non. J'entends ça souvent, en effet, qu'Israël aurait fait le lit du Hamas, qu'Israël aurait secrètement préféré voir le Hamas monter. Je ne sais pas bien sur quoi on se fonde là-dessus. Historiquement, vous êtes un très bon historien militaire, ça je le sais, je vous suis sur cette antenne et sur ce plateau très souvent depuis la guerre d'Ukraine. Mais je voudrais que les historiens se penchent, enfin j'espère, ils vont se pencher un jour sur cette question. Je ne sais pas de quoi on parle. Vous avez à Gaza, vous avez en Cisjordanie, vous avez en effet un affrontement dont les opinions sont les acteurs. Vous avez une ligne de fracture qui traverse la population gazaoui. Vous avez des gens qui croient en effet aux idées véhiculées par le Hamas. Et puis vous en avez d'autres. Il y en a 2 aujourd'hui ou hier, je crois, qui ont été exécutés et pendus à Gaza par le Hamas, parce qu'en effet, ils en ont marre de la dictature Hamas. Et voilà, vous avez les deux. Je ne suis pas sûr qu'Israël... Là encore, vous voyez, on prête beaucoup d'intentions, beaucoup d'arrière-pensée et beaucoup d'influence à Israël. Les Gazaouis et les Cisjordaniens, à mon avis, sont assez grands pour avoir décidé eux-mêmes des termes de l'affrontement idéologique dont ils sont les acteurs. Oui, pas seulement. Moi, je me souviens très bien, j'étais en Israël au moment de l'évacuation de la bande de Gaza par les forces armées. Et à l'époque, le discours était, au sein de l'armée israélienne, avec qui j'étais en contact, c'était de dire, voilà, il nous faut, ce qu'on veut, c'est sortir des bourbiers dans lesquels on était engagé. Il y avait le sud Liban. Maintenant, c'est la bande de Gaza. Ce qui nous intéresse, c'est la Cisjordanie. Et que finalement, que Gaza, on passe pas ça par perte et profit. Alors, et que s'il y a le Hamas qui se trouve là, ça bloque de toute façon. On ne va pas refaire l'histoire au-delà de ça, mais ce qui se passe ce soir, pour celles et ceux qui nous rejoignent, donc minute par minute, on apprend comment les choses sont en train d'évoluer. Après le blocage, Israël vient de confirmer, il continue à assurer l'accord. Et surtout, le Hamas, le Qatar, l'Égypte donnent des signes selon lesquels les otages seraient maintenant en phase de libération. On va entendre en direct dans quelques instants le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Ce sont eux qui sont chargés de transporter les otages. La circonstance dramatique qu'on a suivie, et tous ces gens l'ont suivi et ô combien avec intensité, c'est que les otages ont été amenés dans des ambulances, puis on les a fait ressortir. Parce que, a dit le Hamas, les critères de sélection, j'ai lu ça en bandeau sur votre chaîne, n'avaient pas été respectés. Le mot est terrible, évidemment.
Le mot est terrible, franchement. Les convois, les critères de sélection, tout ça ne peut pas ne pas rappeler des... Mais enfin, aujourd'hui, franchement, je crois qu'il faut en effet prendre modèle sur cet officier de Tsahal qui vient de parler tout à l'heure. Patience, sang-froid, l'accord, rien que l'accord, et prier pour que ces otages israéliens, jusqu'au dernier, reviennent à la maison. Voilà, moi j'ai un bracelet là que j'ai mis depuis le premier jour, quelques jours après le 7 octobre, et qui dit cela. Voilà. Qu'est-ce qu'il représente au bracelet? On le voit ici, il est coloré. Il représente ceux et celles et ceux qui ont ce bracelet-là ont fait le serment de le garder jusqu'à ce que cette crise des otages affreuse, soit abominable, sans précédent, soit réglée. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le dernier otage vivant soit revenu à la maison, jusqu'à ce que chaque maman puisse serrer sa fille ou son fils dans ses bras. Voilà. Et c'est le sens de ce bracelet. Bernard Lévy, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On continue avec vous, colonel Goya. On parlait des familles. On va voir certaines de ces images parce que pour l'instant, on est dans l'attente des otages suivants. Mais depuis ce matin en particulier, on a découvert ces scènes de retrouvailles. Elles sont évidemment extrêmement touchantes, extrêmement poignantes. Et en même temps, ça fait partie du piège, parce qu'évidemment, on entre dans une logique où ça va être difficile tout de suite de reprendre la guerre, alors qu'on attend les libérations. Bien sûr, parce qu'avec ces libérations, on fabrique de l'espoir pour tous ces milliers de gens qui sont directement concernés et qui attendent peut-être, qui découvrent au dernier moment les noms de ceux qui sont libérés et qui se disent bon ben oui c'est peut-être pour la fois suivante, ou si c'est pas cette fois, ben il faut peut-être espérer négocier encore ensuite pour avoir renouvelé encore cet accord. Donc bien sûr ça fait monter, ça soumet tout le monde à une très grande tension, ça soumet tout le monde à des montagnes russes en termes d'émotions, mais surtout ça renforce en réalité, et c'est un des objectifs du Hamas, de renforcer tout le poids de ce groupe de pression qui est devenu les familles. Et tout ça sert aussi à entraver, bien évidemment, toutes les opérations militaires d'Israël et les attaques contre le Hamas. Les choses progressent dans cette soirée. Solène Rioux, vous êtes avec nous en direct à Tel Aviv. On voit ici les images de tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est dans le rassemblement des familles et dans leurs espoirs de retrouver leurs proches dans les heures qui viennent? Écoutez, on a sur la fin du rassemblement, il reste encore une bonne centaine de personnes ici sur cette place renommée place des otages et des disparus depuis le 7 octobre dernier. Mais tout de même, il faut le dire, Darius, ce soir, il y avait 100 000 personnes, rendez-vous compte, 100 000 personnes qui se sont rassemblées ici. À l'origine, l'objectif, c'était de réunir 50 000 personnes pour le symbole, 50 000 personnes pour 50 jours passés par les otages dans la bande de Gaza. Alors à l'origine aussi, c'était un rassemblement plutôt sous le signe de l'espoir, de la joie, parce que la population s'attendait à revivre la même soirée qu'hier avec une issue positive et la libération de 13 à 14 otages, parce qu'on n'a pas été sûr pendant une grosse partie de la journée. Maintenant, on sait que cela devrait être 13 otages. Et puis finalement, après l'annonce du Hamas en milieu d'après-midi qui a déclaré qu'il suspendait l'accord, c'est vrai qu'on a vu des mines beaucoup plus tristes, beaucoup plus inquiètes, et une population qui n'y croyait plus en fait, qui pensait vraiment que cette deuxième libération n'aurait pas lieu ce soir. Et c'est vrai que les dernières nouvelles sont plutôt positives de ce côté-là. Donc quand on a vu les gens partir tout à l'heure, on sentait qu'il y avait un regain d'espoir concernant l'issue de la soirée. Merci beaucoup Solène Rioux. Alors ce sont de bonnes nouvelles et en même temps ça rejoint ce que vous disiez, colonel, c'est-à-dire c'est hélas le Hamas qui tient cette espèce de compte-gouttes terrifiant où il peut dire voilà, on relâche plus, on arrête, on reprend. Le Hamas se pose de cette manière, se pose en maître du jeu, en maître des horloges même de certaines façons, et montre, dit voilà, c'est nous qui nous sommes pas, c'est pas nous qui sommes sous pression, c'est pas nous qui sommes obligés de libérer ces otages, c'est nous qui menons le jeu en réalité. Alors c'est peut-être un peu factice, mais il faut quand même rappeler que tout leur objectif, c'est quand même de se poser. Ils font une campagne d'image, ils font se poser comme le leader de la cause palestinienne. Ils réussissent à faire libérer des prisonniers palestiniens, donc ça, ils deviennent très populaires parce que là on voit les images, là, mais il y a aussi les images à Gaza, à Gaza et en Cisjordanie où on voit fleurir les drapeaux du Hamas. Et donc oui, le Hamas se pose en maître du jeu, mais d'une manière générale, quand même.
moi, je suis plutôt surpris du fait que depuis hier, les choses se passent plutôt bien pour une opération aussi complexe, aussi sensible que celle-ci. Et pour autant, en dépit de toutes les réserves sur la stratégie à long terme, on ne peut évidemment que se réjouir des retrouvailles des familles. Regardez cette image emblématique, c'est le petit Ohad. Il fait partie des jeunes otages. Ce sont des enfants, des jeunes, des enfants et des femmes qui ont été libérées, qui retrouvent dans cette scène son père. Et ça fait partie des images, n'est-ce pas, les plus emblématiques de ces retrouvailles. Il faut rappeler que beaucoup de ces enfants, d'abord, ils ont été débriefés par les soldats. Les soldats avaient des consignes extrêmement strictes. Je ne sais pas si on va voir l'image où il retrouve son père. Voilà, c'est cette image-là. Voilà. Toutes ces images serrent le cœur parce que 50 jours d'angoisse totale et les gens ne savaient pas du tout où étaient leurs proches, dans un tunnel, bien sûr, vivants ou morts. Oui, bien sûr, évidemment c'est affreux, c'est des moments de tension absolument terribles, avec parfois des surprises, comme hier où on découvre que parmi les otages libérés, il y a quelqu'un qui a été annoncé comme morte, donc on imagine là aussi ce que ça peut représenter pour les familles concernées. Donc oui, heureusement, c'est des images heureuses qui laisseront des traces évidemment terribles parmi tous ceux qui ont vécu ce drame. Donc il faudra gérer aussi d'ailleurs par la suite toute la suite de ces centaines et des centaines d'individus qui ont été concernés par ce drame. Écoutez cet échange, ce père de famille et cette famille retrouvée. Ma fille chérie, ma jolie fille, est-ce que je t'ai manqué? Pensais-tu à papa? À Vivi, tu as pensé à papa? Tu as eu de bonnes pensées pour moi? Oui? Qu'est-ce que maman t'a dit sur moi? J'ai rêvé que nous rentrions à la maison. Tu as rêvé que tu rentrais à la maison? Maintenant, le rêve est devenu réalité. Nous sommes à la maison, c'est ça. Nous allons bientôt rentrer à la maison. Nous allons bientôt rentrer chez nous. Nous sommes juste venus ici pour que les médecins nous examinent. Et c'est tout. Nous rentrons chez nous. Ils ont déposé ici tant de poupées pour vous. Beaucoup de jouets, des lampes, toutes sortes de choses. Tant de choses qu'ils ont déposées ici, pour vous. Tous ces gens t'ont apporté des cadeaux. Tout est là. Tu es contente? Voilà, Goya, ces images évidemment sont très émouvantes et elles ne doivent pas faire oublier que le même Hamas, évidemment, c'est pas tous un mouvement bienfaisant, c'est un mouvement qui a massacré dans des conditions tellement épouvantables 1200 personnes, là, le 7 octobre. Donc il joue évidemment sans arrêt de cette fausse ouverture. Et c'est le même mouvement qui a enlevé ses enfants, qui a enlevé des enfants, ses enfants. Bien sûr, il se pose d'une certaine façon en interlocuteur déjà. Déjà, oui, un interlocuteur. Et puis voilà, il comme quelqu'un de généreux, enfin une organisation généreuse. Il ne faut pas oublier aussi que en parallèle de ces libérations d'enfants et en contrepartie de libération de prisonniers, il y a aussi l'ouverture de l'aide humanitaire. Donc c'est quelque chose qui permet au Hamas de dire, finalement, nous, de se poser comme, malgré tout, j'allais dire humain. Mais oui, c'est un peu ça, d'une certaine façon, quoi. Là, le danger maintenant, quel est-il très exactement pour Israël? Il va arriver le moment où il faudra reprendre l'offensive. En tout cas, les Israéliens disent, tout à l'heure, Agari disait, les Israéliens se tiennent prêts, les soldats israéliens se reposent, disait-il, ils se préparent au retour de l'offensive. Mais quand? Oui, la guerre continue, bien sûr. C'est-à-dire que l'objectif initial, qui est de détruire le Hamas, n'est pas abandonné. Il n'a pas de raison d'être abandonné, par ailleurs. Mais on va sans doute se trouver face à cette situation un peu étrange, un peu arythmique, où en même temps, ce sont deux opérations incompatibles, libération des otages et la destruction de ceux qui les ont pris. Par principe, ce sont des opérations quasiment incompatibles. Qui font d'ailleurs qu'il est probable que le Hamas, puisque c'est son assurance vie, d'une certaine façon, va garder des otages pendant encore très, très, très longtemps. Donc on risque d'assister à ce genre de scène encore pendant très longtemps, sinon des années. Donc on aura, oui, quelque chose qui va durer. Et le temps, pour l'instant, joue pour le Hamas. C'est ça aussi le piège. Donc on va sans doute assister à des phases de combat qui vont reprendre
qui vont sans doute, là aussi, jeter un peu le désespoir dans les familles qui attendaient, au contraire, qui attendaient la libération de leurs proches. Et puis, au bout d'un moment, à nouveau, peut-être des accords et à nouveau des libérations. Donc, il y aura certainement des pulsions comme ça qui risquent de durer pendant des semaines, voire sans doute des mois. Alors, évidemment, ça met toute la société israélienne, bon, c'est pas la seule, mais les Palestiniens aussi, sous une énorme tension. Tension des combats, la tension des attentes. Voilà, donc on va assister certainement à cette succession de violences et de pauses pendant des mois. Et la succession dans les jours qui viennent et dans les heures qui viennent, minutes qui viennent, nous suivons cela. L'ultimatum à 23h, en principe, il n'a plus lieu d'être si les otages sont libérés, mais pour l'instant, il y a toujours quand même une marge d'incertitude. Mais enfin, ça va plutôt du côté des bonnes nouvelles. Dans quelques instants, on va entendre aussi les images au poste de frontière de Rafah et la prison d'Ofer. Ces libérations qui seraient en préparation selon beaucoup de sources. La Maison-Blanche le confirme de son côté, ayant parlé aux responsables qataris qui jouent justement un rôle clé. C'est ici au Qatar que se trouve Haniyeh, le chef du Hamas. On voit à quel point, là c'est l'endroit où sont passées les libérations, mais en réalité tout passe par le Qatar où se trouve Haniyeh. Oui, bien sûr. Le Qatar, c'est le point de Lagrange de la diplomatie. Un point de Lagrange, c'est un endroit de l'espace où toutes les forces s'annulent. Et c'est un endroit stable. Le Qatar, il sert un peu à ça, où c'est l'endroit où on négocie. Au passage, vous noterez que là aussi, dans les contradictions de des décisions israéliennes prises très dans l'urgence, il y a d'un côté, on dit voilà, on va assassiner tous les dirigeants du Hamas. On crée une cellule spécifique pour ça, et en même temps, on crée une cellule spécifique pour négocier avec eux, avec parfois les mêmes hommes. C'est le chef du Mossad. Ça, c'est incroyable. Qui va négocier à la fois. Et dans la conférence de presse à l'instant, M. Gary disait on se prépare, c'est-à-dire il disait on regarde très exactement où il se déplace. Sous-entendu, pour l'instant, comme vous dites, on leur parle même indirectement, mais ce sera un jour pour les tuer. Bien sûr, d'où l'intérêt, encore une fois, pour le Hamas de garder les otages qui sont leur assurance vie. Par ailleurs, ce qui n'empêchera pas certainement à terme quand même de chercher à les éliminer. Ce qui, au passage, satisfera certainement un besoin de vengeance, mais qui ne résoudra sans doute, ne constituera pas certainement la destruction du Hamas lui-même. Regardez les dirigeants arabes qui jouent ce rôle clé. En réalité, tant de pouvoir passe par leurs mains, peut-être plus souvent que les Occidentaux, peut-être plus que les Européens. Al-Thani, c'est tout à droite ici, le Qatari, mais aussi Al-Sisi, plus à gauche, le maréchal président égyptien. Mohamed Ben Salman, extraordinaire puissance de l'Arabie Saoudite qui joue dans ce conflit depuis le début, de son point de vue en tout cas, sans faute, n'est-ce pas, avec un rôle d'influence colossal. Et puis MBZ, il y a MBS et MBZ, l'homme des Émirats Arabes Unis. Oui, bien sûr. On pourrait rajouter les États-Unis aussi, comme élément extrêmement important dans cet ensemble, qui est le lien aussi d'ailleurs entre tous ces gens-là et Israël. Par ailleurs, et ces gens-là sont aussi extrêmement importants pour la suite politique. Dans toute cette guerre. Alors on est focalisé, on est très concentré évidemment sur l'immédiat, sur le problème des otages, on est ensuite concentré sur la guerre elle-même, mais il y a un énorme trou noir qui est que va-t-il se passer dans quelques semaines lorsque Israël aura conquis complètement Gaza, et là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est la grande inconnue de toute la politique israélienne. Pour l'instant, il n'y a pas un mot sérieux qui a été dit sur ce qui allait se passer à long terme à Gaza. Et donc, ces gens-là, qui sont indispensables, ils sont indispensables pour tout, en réalité, indispensables pour la gestion des otages, ils sont indispensables aussi pour la gestion de la suite, la gestion politique de la suite. Colonel Goya, on voit ici ces images. Si on se réfère à ce qui s'est passé hier, quel est le protocole de libération qui est en train de se mettre en place? Alors, je ne sais pas exactement, on ne voit pas très bien où ils en sont, mais le protocole, c'est un protocole encore une fois assez compliqué, qui passe par des étapes. Il faut donc les otages sont remis au CICR, à la Croix-Rouge, qui eux-mêmes, Khan Younis,
fasse un premier examen médical. Ensuite, tous ces otages doivent passer par Rafah, donc le point sorti, mais qui est en Égypte, qui est sur la frontière égyptienne. Puis de l'Égypte, ils doivent repartir en Israël dans la base la plus proche. Et de là, à nouveau, contrôle, première visite, là aussi deuxième visite médicale d'une certaine façon, puis après être envoyé en Israël, plus en profondeur en Israël, dans des hôpitaux. Alors jusqu'à présent c'était un hélicoptère, maintenant que je jugeais plus simple de le faire directement dans des hôpitaux assez proches, un pour les enfants, un autre plutôt pour les personnes âgées, et à chaque fois un accompagnement qui est très, très précis, très étudié. Parce que malheureusement, je pense aussi que même si Israël n'a jamais fait face à telle masse d'otages à gérer, il a quand même la pratique aussi de la chose. Écoutons tout de suite un acteur absolument clé. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Robert Mardini, vous êtes le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Robert Mardini, ce soir, évidemment, tous les regards sont tournés vers votre organisation. Ce qui est en train de se passer sous nos yeux, tout cela passe par le CICR. Il faut rendre hommage aux gens du CICR qui sont implantés à Gaza depuis si longtemps, qui sont la cheville ouvrière de tout ce qui est en train de se passer. Évidemment, il y a une grande partie discrète ou secrète, mais de ce que vous pouvez dire, qu'est-ce qui est en train de se passer là, à l'heure où nous parlons ? À l'heure où nous parlons, l'opération est en cours. C'est évidemment très complexe. Il y a eu des retards, des délais. Ça montre et ça rappelle la complexité de ce genre d'opération pour libérer les otages et les détenus palestiniens en même temps. Le CICR ne fait pas partie des négociations. C'est les parties qui négocient les termes, les modalités. Il y a des changements de dernière minute, mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, les choses se sont débloquées et ça se passe. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement, pour le moment. Robert Mardini, on comprend que vous n'êtes pas dans les négociations, mais c'est vous ensuite qui, physiquement, transférez, n'est-ce pas, les otages. Expliquez-nous très exactement. On a vu vos ambulances, on a vu les collaborateurs locaux et internationaux du CICR qui sont directement à la manœuvre. Absolument. Donc nous réceptionnons les otages du groupe Hamas et nous les transportons avec nos voitures CICR, avec nos délégués CICR, avec nos équipes où il y a toujours un médecin pour faire un check rapide, un check médical rapide. Et ensuite, nous les conduisons vers la frontière avec l'Égypte, donc à Rafah, où ils seront réceptionnés par les autorités égyptiennes, ensuite israéliennes, pour atteindre leur famille. Et c'est le moment le plus important, évidemment, la réunification avec les familles. Qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est des circonstances tellement dramatiques. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Notamment, il y a beaucoup d'enfants, certains enfants en très bas âge. On imagine qu'ils posent simplement des questions quand ils sont avec vos collaborateurs. Quelle est la consigne qui est donnée ? La consigne qui est donnée, c'est l'empathie et l'humanité, c'est les rassurer, c'est les rassurer qui sont avec le CICR et qui vont retrouver bientôt, si tout se passe bien comme prévu, leur famille. C'est le point essentiel. C'est des personnes qui ont qui ont été séparées plus de 40 jours de leur famille dans un contexte où c'était un conflit armé intense, où il y avait des bombardements partout. Donc il y a la peur, il y a des enjeux psychologiques importants, il y a l'angoisse, l'attente, et donc nos délégués sont là pour les accompagner vers la dernière phase de leur aventure. Robert Mardini, ce qui s'est passé tout à l'heure, on imagine le surcroît d'angoisse pour ces familles, évidemment pour la partie de leur famille qui attendait en Israël pendant ce temps. Est-ce qu'il est vrai que certains avaient déjà commencé le transfert quand il y a eu ce blocage ? Je ne peux pas révéler ce type de détails, malheureusement. Je ne veux en aucun cas mettre en danger ce qui se passe actuellement sur le terrain. Donc, vous me permettrez d'être plutôt discret sur les détails opérationnels. Le plus important maintenant, c'est que tout se passe comme prévu et que les otages retrouvent leur famille en pleine sécurité et dans les meilleures conditions. Une des choses les plus émouvantes au monde, c'est d'aller chez vous au CICR, de voir les
les fiches des prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale, tant de millions de personnes qui comptaient sur vous. Comment est-ce que vous faites pour garder la confiance, y compris à Gaza? Vous êtes la seule organisation si continuellement et de façon si nombreuse présente à Gaza. Vous avez la confiance et des Israéliens et des Palestiniens. La neutralité ne se déclame pas, elle se démontre tous les jours sur le terrain par les actes de nos délégués, par le dialogue que nous maintenons avec toutes les parties au conflit. Et c'est un travail quotidien. La confiance se construit sur des années et peut se perdre en un jour. Et donc, c'est vraiment ce travail de rigueur, de discipline, en restant strictement dans le cadre des conventions de Genève, dans le cadre des principes de notre mouvement de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, qui nous permet de connecter ces principes, très importants, le principe de la neutralité, avec la pratique opérationnelle sur le terrain. Et c'est seulement cela qui fait que les parties au conflit nous font confiance et nous confient ces tâches très délicates où, en fait, la confiance est la denrée la plus rare. Les parties au conflit ne se font pas confiance et ont besoin de ce dernier maillon pour que cette humanité puisse prévaloir, y compris dans les moments les plus sombres de ces conflits armés. Et vous avez fait référence à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est extrêmement important que ce lien familial se fasse. Donc même pour les otages qui sont pas libérés aujourd'hui, le CICR a été très clair de demander un accès pour pouvoir les visiter, pour s'assurer de leur bien-être et surtout de pouvoir donner des nouvelles à leur famille. Est-ce qu'à ce jour, vous avez pu obtenir quelque chose pour cela? Est-ce que vous pouvez rendre visite aux otages ou au moins leur passer des messages? Pour le moment, cela n'est pas possible. C'est une demande qui a été formulée par le CICR dès le premier jour. Elle a succédé à la demande de libérer ces otages de manière inconditionnelle, puisque ce sont des otages civils. Les otages civils doivent être libérés de manière inconditionnelle, mais voilà, pour le moment, nous faisons ce que nous pouvons et ces échanges d'otages israéliens avec des détenus palestiniens, c'est une lueur d'espoir qui, nous l'espérons, va changer la dynamique meurtrière de ce conflit vers quelque chose de plus enthousiasmant et éventuellement conduire à une solution politique de ce conflit. Merci beaucoup Robert Mardini, vous êtes directeur général du CICR, c'est vous qui organisez. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, vous nous avez rejoint Général Richoux, bonsoir. Bonsoir Darius. Il faut souligner ici le rôle du CICR, c'est évidemment extrêmement touchant. Ils ont ce rôle terrible de devoir parler à tout le monde, y compris avec le Hamas. Bien sûr, et puis bon, alors là, l'admiration absolue, hein, je veux dire, pour le travail extraordinaire que fait le CICR, d'ailleurs sur ce théâtre, et puis dans tous les théâtres, vous l'avez annoncé, Première, Deuxième Guerre mondiale, hein, donc ça date quasiment des guerres napoléoniennes, hein, c'était Dunant qui avait créé la Croix-Rouge, hein, me semble-t-il, au moment des guerres de Napoléon III, napoléonienne, bien Napoléon III, et donc il fait un travail absolument extraordinaire, et c'est grâce à des organismes comme ça, il ne faut pas oublier le Croissant-Rouge aussi, qui fait un bon travail également. Nous vivons en ce moment ce qui est en train de se passer. Le CICR, alors il a la cheville ouvrière, mais l'accord, il est en train d'être mis en application avec les interventions de la Maison-Blanche, du Qatar, de l'Égypte. L'Égypte a joué un rôle très important et nous suivons, voilà, c'est l'image ici en direct, de minute en minute, comment la deuxième série d'otages va être libérée, mais au prix d'angoisse terrible, puisque le Hamas a commencé par bloquer. Oui, bien sûr. Tout à l'heure, j'étais sur le plateau à 18h et on était en plein blocage. Là, on disait, le Hamas garde les maîtres des horloges, garde le tempo. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est rassurant à cette heure-ci, c'est qu'on s'aperçoit que les deux parties ont intérêt à négocier. Il y a une véritable volonté. Alors, on se disait, il y en a un qui ne veut plus négocier. Le Netanyahou dit, à 23h59, on va reprendre les hostilités. Et on se demandait si ça n'allait pas partir en mayonnaise. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une véritable volonté des deux côtés d'arriver à un accord sur le sujet des otages. Avec le risque de tomber dans un piège. Question à vous, Boaz Bismuth, merci beaucoup. Vous nous rejoignez, vous êtes député du parti Likoud. Vous êtes membre de la commission de sécurité et des affaires étrangères du Parlement israélien. Est-ce que, d'abord, première réaction et premières informations sur l'état de la libération, qu'est-ce qu'on en sait? Nous attendons, je crois qu'il y a un grand retard, mais nous attendons, suite à, il y a eu quand même
une grosse pression de la part de nos amis égyptiens. Les Qataris aussi ont mis aussi la pression vis-à-vis du Hamas, ce qui a permis aujourd'hui la libération de 13 otages supplémentaires. Hamas, comme d'habitude, n'a pas été très honnête, mais franchement, il n'y a pas beaucoup d'attentes de leur côté. C'est pour ça que comment dire un petit peu, le parrainage de l'Égypte et du Qatar, surtout de l'Égypte, est ô combien importante. Boaz Bismuth, est-ce que vous craignez maintenant que ce supplice ne se répète? C'est-à-dire que le Hamas est en position de pouvoir dire on arrête, on reprend, demain peut-être 10, après-demain peut-être 12, ah non, un peu moins. Ça leur donne évidemment une marge terrifiante pour vous? Eh bien, ce supplice dont vous parlez, je dirais torture pour les parents, parce qu'imaginez ces pauvres parents aujourd'hui qui attendent leurs enfants ou les parents de ces familles, pour eux c'est une vraie torture. Eh bien, finalement, dans cet accord, il y a quand même un laps de temps. C'est 4 jours maintenant pour les 50 premiers. Hamas, bien sûr, peut trouver, entre guillemets, parce qu'ils savent très bien où ils sont, d'autres otages, ce qui va prolonger la pause. Mais il y a un maximum de temps, il y a un laps de temps de 10 jours. Parce que n'oubliez pas aussi que nos soldats, nos militaires, ils sont à Gaza pour l'instant, ils doivent continuer le travail. N'oubliez pas que le but de cette guerre est double. D'un côté, bien sûr, le retour des otages, ce qu'on est en train d'effectuer à présent, et bien sûr aussi l'élimination du Hamas qui viendra juste après. Personne n'est dupe, je crois que ça c'est quelque chose qui est tout à fait clair. Et ceux qui pensent que Hamas réussira à endormir Israël dans ces 4 jours en prolongeant à 5, 6, 7, 8, 9, 10, eh ben, je crois qu'ils se trompent parce que là, les Israéliens attendent qu'une seule chose, c'est bien sûr le retour des otages, mais l'élimination du Hamas. Monsieur le député, comment comprendre ce que vous venez de dire? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, de manière inéluctable, Israël reprendra l'offensive sur Gaza? Bien sûr, c'est évident, c'est clair. Je crois que... Dans combien de jours? Dans combien de jours? Non, mais si vous me permettez, vous savez, moi je fais partie de la coalition du pouvoir. Donc je suis un membre du Likoud, donc et je pense que si notre gouvernement n'ira pas jusqu'au bout, si le Premier ministre Netanyahou n'ira pas jusqu'au bout de l'attente de la part des Israéliens et aussi de ses membres du parti, eh ben je crois qu'il perdra toute crédibilité. Mais le connaissant et étant assis avec lui, on a passé un lundi, c'était lundi, je crois qu'on a passé 45 minutes ensemble dans son bureau. J'ai vu à quel point le retour des otages était pour lui quelque chose qui était très important, mais aussi bien sûr l'élimination du Hamas. Je crois que il faut quand même se souvenir d'une chose. Ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël est quelque chose qu'on n'a jamais vu en Israël, et surtout c'était une action disproportionnée. Quand même, ce qu'on a vu, c'était un carnage de civils, carnage de corps. Par ailleurs, il y a encore j'étais il y a 3-4 jours à un enterrement d'une fille qui a été tuée encore le 7 octobre. Donc c'est atroce d'identifier les corps, les enfants. C'est quelque chose d'atroce qu'Israël a vécu. C'est pour ça que pour une action aussi disproportionnée, eh ben, on ne pourra pas réagir comme on l'a fait en 2008, 2012, 2010. Ça veut dire encore une fois des cycles de violence dans lesquels Hamas, à la fin, reste debout et continue à gérer un territoire. Monsieur le député. Gaza, oui. Merci, je suis obligé de l'interrompre parce que, hélas, nous devons continuer. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct comme hier. Et nous aurons l'occasion de vous entendre à nouveau, d'entendre toutes les voix. D'ailleurs, on entendra aussi des voix palestiniennes plus tard dans cette émission avec Alexia Mayer et nos autres invités. Vous aussi, vous restez général. Nous serons en direct en Israël. Nous verrons comment ce soir, pour l'instant, il y avait un ultimatum à minuit de la part d'Israël. Il tombe visiblement si vraiment les otages sont libérés. C'est cette progression qui semble, progression heureuse pour les familles, qui semble être en train de s'écrire ce soir sous nos yeux. On reste en direct, une courte pause et on se retrouve juste après. À tout de suite. Il est trop bien celui-là. T'es sûr? Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, mon téléphone est complètement HS.